live précédemment sur Be More Ocean. Le premier était sur le vent et les courants, le deuxième sur la géologie, troisième sur la chimie, quatrième sur la biologie marine et cinquième sur la biologie terrestre. Et nous avons ici au dernier où nous allons justement parler des civilisations humaines, parce que vous n'êtes pas sans savoir bien sûr que les humains et les sociétés humaines font partie des écosystèmes. On a beaucoup de mots en ce moment qui parlent de ça en écologie. Parce que de sortir l'humain de l'écosystème, ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Parce que on est une espèce, d'une part, on fait partie aussi de l'écosystème et nos actions ont un impact sur les ressources de l'écosystème qui vont avoir ensuite un impact sur le reste des espèces. Donc, d'enlever la dimension humaine des écosystèmes, ça n'a un peu aucun sens. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on est en train d'étudier en écologie, et je rappelle que l'écologie, ce n'est pas de l'écologie politique, le fait d'aller faire du militantisme pour faire avancer des idées en environnement. On parle ici d'écologie, c'est la science de l'habitat. Donc comprendre comment est-ce qu'un habitat, un écosystème, une communauté évolue et sont perturbés et comment est-ce que ça s'imbrique ensemble. Donc tout vraiment le côté environnement. C'est comme si vous étiez en fait l'inspecteur d'une maison et que vous vous intéressiez comment est-ce que vivent les personnes dans cette maison et comment est-ce que la maison a été construite, donc les habitats, les communautés. Tout ça, c'est exactement ça, l'écologie, ce qu'on appelle aussi les écologues. Donc moi, par exemple, je suis un écologue parce que je suis un scientifique des habitats, des écosystèmes et des communautés. Voilà. Donc, en écologie, on a de plus en plus tendance à entendre parler du mot socio-écosystème. Parce qu'on a dans l'écosystème la notion vraiment naturelle, donc vraiment le côté écologique, avec à la fois les communautés, donc tout ce qui est vivant, et les habitats, donc tout ce qui n'est pas vivant, pour faire simple. Et dans le côté socio-écosystème, c'est une notion qui vient justement rajouter le côté sociologique, le côté justement des sociétés humaines qui vient avoir un impact énorme sur les écosystèmes en général. Les services écosystémiques, ça rentre là-dedans? Eh bien, effectivement que oui. Parce que ce que tu appelles les services écosystémiques, ma chère Emerillon, et je te remercie pour ta question, on parle vraiment des services écosystémiques. En gros, c'est en quoi est-ce qu'une espèce, en quoi est-ce qu'un habitat va rendre des services pour la population humaine. Alors, c'est vrai que cette définition a un côté très, comment je dirais, pratico-pratique et très humano-centré. On est d'accord. Le but, c'est vraiment de dire, bah tiens, ici vous avez un habitat, par exemple, on a une forêt d'aminaire, on a un herbier, eh bien cet habitat va produire des services écosystémiques justement en produisant de l'oxygène, en soutenant contre l'érosion, par exemple, en étant une pouponnière pour des espèces commerciales, etc., etc. Donc tout ça, ce sont les services qui sont directement reliés à cet habitat. On parle vraiment d'un côté un peu service écosystémique dans le cas des populations humaines qui vont avoir justement un lien avec l'écosystème et l'écosystème va leur rendre des services. La purification de l'eau, le fait d'apporter de la nourriture en étant des espèces commerciales qui puissent être mangées, des choses comme ça. Et on a aussi une autre vision du côté service écosystémique quand on s'intéresse au niveau de l'espèce. Mais qu'est-ce que l'espèce va faire dans l'écosystème, pas forcément centré vers les populations. Exemple, le fait d'être un filtreur. Le fait, par exemple, d'être, comment je dirais ça, d'être dans votre écosystème et que vous filtrez l'eau pour récupérer des particules de bouffe, littéralement. Que ce soit, par exemple, du phytoplancton, du zooplancton, la neige marine, des petits morceaux de matière organique qui se baladent dans l'eau. Vous avez une sorte de petite passoire, en fait, ou un filtre qui vient justement récupérer ces particules pour les amener directement vers votre bouche. Et bien ça, le fait de filtrer, justement, c'est une fonction. Et c'est là où on a une petite différence de sémantique, c'est que ça peut être vu comme un service dans le fait que ça va purifier l'eau, par exemple, mais dans le niveau de l'écosystème, on parlait de fonction, le fait étant qu'une fonction va être filtreur, justement. Parce que fonction va plus avoir une logique de l'écosystème vraiment hors humain, on va dire, et service écosystémique, c'est quelque chose qui va englober les humains, et surtout dont le but va être essayer de monétiser ça. Parce qu'au départ, attention, je m'explique. Au départ, les services écosystémiques, c'est une notion qui a été proposée pour faciliter la conservation des écosystèmes en donnant une valeur justement à ce que peut faire un écosystème pour que si un gestionnaire décide d'enlever cet habitat, on puisse lui dire monétairement qu'est-ce que ça va lui coûter. Exemple, si vous avez un herbier
vous avez un champ d'algues qui aide à casser l'énergie des vagues pour protéger contre l'érosion côtière. Vous faites des recherches, vous savez avec la densité de l'herbier, avec toutes les études précédentes, que cet herbier a une valeur de 2 milliards parce que il va permettre justement de conserver la côte qui est derrière, et ça va empêcher la construction de travaux, ça va empêcher la mise en place de structures pour défendre tout ça. Grâce à ça, vous avez sauvé 2 milliards. Bon. Si un gestionnaire vient enlever cet herbier-là, vient enlever cet habitat, bah vous pouvez lui dire, bah d'accord, enfin non, pas d'accord du coup, parce que ce que tu vas faire, ça va avoir un impact de 2 milliards sur ta société. Parce que tous tes services qui étaient donnés par cet habitat sont perdus. Donc au départ, c'est une notion qui a été proposée justement dans une logique de conservation, mais cette, comment je dirais, cette façon de faire est un petit peu décriée aujourd'hui, dans le sens où il y a beaucoup de gens, et qui ont raison, hein, en disant que ils disent que un écosystème peut ne pas avoir de valeur et il est quand même important de conserver. Et ils auraient bien raison. Ça fait aussi un peu écho à la même problématique, qui est que quand on veut conserver des espèces, quand on veut faire de la protection d'espèces, on s'intéresse à des espèces qui sont emblématiques ou des espèces qui sont jolies, genre les baleines. Sauf que dans l'écosystème, les espèces jolies, elles ont une part minimale sur la structure et le fonctionnement d'écosystème. La plus grande part de ça, c'est des espèces, des invertébrés, c'est du phytoplancton, c'est du zooplancton, tout ça. Et ça, bah, c'est considéré comme, par beaucoup, pas par moi, mais par beaucoup malheureusement, comme pas beau. Donc on va pas avoir envie de le protéger. Voilà, donc je vous laisse un peu avec ces réflexions, parce que c'est pas parce que c'est moche qu'il faut pas le protéger, et c'est pas parce que ça ne donne pas d'argent qu'il ne faut pas le protéger non plus. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Émerion. Donc, nous en étions restés évidemment avec notre cher Ernest Méduse, qui était à bord de la Méduse Infinie, son navire, qui en a vu des belles et des pas mûres. Sauf que le souci, c'est que notre cher Ernest, il lui arrivait un petit truc. Regardez, notre Ernest, il est là, hein, mais à trop aller s'intéresser aux océans, à trop s'intéresser au mystère de Sea of Thieves, et à qu'est-ce qui se passe, bah, il lui est arrivé un petit peu quelque chose sur la tête, malheureusement. Parce que le problème, c'est que Sea of Thieves, c'est un endroit qui est magique. Et il se trouve que bah, notre cher Ernest, eh ben, il s'est pris une petite malédiction dans la tête. Voilà, et littéralement dans la tête. Donc c'est un petit peu embêtant. Après, il faut dire que c'est quand même une malédiction plutôt jolie. Mais à trop s'intéresser aux profondeurs et aux océans, il semblerait que Sea of Thieves ait voulu lui dire un petit quelque chose. Voilà, donc il semblerait que son passage sur Sea of Thieves ne le laissera pas indifférent, bien sûr. Bon, donc, nous sommes actuellement dans les Wilds. Alors, c'est une région qui est moche as fuck. Donc, je vais aller me balader. Je vais aller partir ailleurs. Ah, d'accord. Ça attaque tout de suite. J'ai l'impression... Oh, il y a des mouettes. Regardez ça, il y a des mouettes qui viennent me... Salut! Ah! Embuscade! Les mouettes, vous voulez pas aller leur picorer les fesses? Bon, ce sont des squelettes, ils ont pas de fesses, mais... Vous m'avez compris? Touchez pas mon bateau! C'est des goélands, non. C'est très certainement des goélands. Après, je ne pourrais pas te dire. Faudrait que je les regarde plus en détail. Attends. D'abord, je coule ces trucs qui sont pas des goélands. Allez. Oh là 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 là. J'arrive, ils me souhaitent bienvenue avec des boulets de canon. C'est terrible, hein. Et Stan proposait que les mouettes mangent le poisson quand les pêcheurs, quand on les pêche de manière aléatoire. Ça serait incroyable. Moi je dis ça parce que j'ai terminé ma pêche, mais j'avoue que ce serait incroyable. Ils s'en vont! Bon, ils reviendront. On vérifiera si ce sont des goélands ou des mouettes. Alors vivement l'année prochaine, le live sur l'ornithologie dans SOT. S'ils sortent d'autres oiseaux, je vais peut-être bien m'y mettre. Bah, y a quelques oiseaux hein, dans SOT. En fait, en termes d'espèces volantes,
Je dirais que pour l'instant, j'en ai vu. Bah, il y a forcément c'est des familiers qu'on a, donc perroquet, chouette, toucan. Voilà. Donc on a des chouettes, on a des toucans, on a des perroquets, on a des mouettes. Et j'ai vu aussi, bon, c'est pas des oiseaux, hein, mais j'ai vu aussi des chauves-souris qui se baladent dans certaines grottes. Peut-être qu'on en trouvera ici ou là. Alors, donc, à l'ordre du jour, il y a 3 endroits que j'ai envie de découvrir aujourd'hui avec vous. Le premier étant évidemment Port-Méric, qui est un endroit qui est magnifique dans le soleil ici. Regardez ça. Oh, c'est classe! On va vers Golden Sands, qui s'appelle plus Golden Sands. Non mais le jeu est tellement beau. Regardez ça! Regardez ça, sans déconner. Alors, donc, nous arrivons à Port-Méric, qui est un avant-poste, mais qui est un avant-poste un petit peu différent des autres. Un avant-poste qui est fortifié, parce que vous voyez par exemple ici, sur Sanctuary, eh bien, il n'y a pas de structure aussi imposante qu'il n'y a ici, à Port-Méric, anciennement Golden Sands. Et pourquoi est-ce que j'ai commencé l'émission à Golden Sands, justement? C'est parce que quand on a commencé à faire le Beam Ocean, justement, on s'est beaucoup intéressé aux écosystèmes de CO6 sur les îles, dans l'eau, en pleine mer, tout ça. Et on s'est, ma foi, peu intéressé aux campements humains, qui sont des écosystèmes anthropisés, donc des villes, des villages, qui sont malgré tout assez importants. Parce que dans le milieu, il va y avoir un impact justement de ces endroits-là. Alors, c'est un jeu, hein. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, hein. Donc dans le sens où forcément que ça va être très beau, forcément il va y avoir des partis pris qui ont été pris pour rendre le jeu jouable ou justement avec une ambiance particulière. Et c'est sûr que par exemple la ville qu'on a là, c'est une ville un petit peu fantasmée. Je peux vous dire que dans la réalité, un endroit comme ça n'existerait pas au niveau d'une ville par exemple. Mais bon, disons que les partis pris ont été faits et on est vraiment à l'échelle de la région. Voilà. Mais il n'empêche que cet endroit-là est considéré comme une ville, un campement humain de grande envergure. C'est la partie la plus grosse et la plus grande qu'il y a sur ce jeu dans tout CFC. Donc c'est pour ça que ça vaut quand même le détour, parce qu'il s'en est passé des choses à Port-Méric. Anciennement Golden Sands. Donc, vous êtes ici sur les ports, parce que forcément, on est dans une région qui est maritime. Ça veut dire qu'il y a eu des infrastructures qui ont été construites pour permettre justement le chargement et le déchargement des navires. Donc ici, cet endroit est le seul endroit qui possède justement des installations en pierre, qui permettent d'avoir justement un achalandage un peu différent, en théorie, des autres endroits. Et notamment, il y a ici des billes d'amirage, et il y a tout ce qu'il faut justement pour faire en sorte que les navires soient bien gérés. Et en plus de ça, il y a un endroit où on peut être aussi en cale sèche, qui vont permettre, théoriquement en tout cas, la construction et la réparation des navires de Sea of Thieves. C'est assez classe. Je dis en théorie parce que je suis pas tout à fait certain que la taille soit suffisante pour mettre un galion de Sea of Thieves là-dedans. Bon. En tout cas, c'est bien tenté. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont changé le nom? Eh bien ça c'est une bonne question à laquelle nous allons répondre justement quand on va faire le petit historique de Sea of Thieves un petit peu plus tard dans la soirée. Mais il y a eu une grande bataille qui s'est passée ici et avant, il y a eu une attaque justement. Et cette attaque a fait quand même a eu beaucoup de conséquences, notamment donc la destruction de l'avant-poste qu'il y avait avant qui s'appelait Golden Sands, qui maintenant s'appelle Port-Méric après avoir été reconstruit. Donc vous voyez par exemple ici sur les quais, vous allez avoir des installations forcément, vous allez avoir toutes sortes de plateformes et de contraptions pour faciliter le chargement et le déchargement de navires. Il faut bien comprendre que dans des civilisations qui sont aussi tournées vers l'océan, comme ici dans les Caraïbes, encore plus des civilisations coloniales, hein, on s'entend que Sea of Thieves, il y a beaucoup d'histoires de colonies dans les Caraïbes. Je dis pas dans Sea of Thieves spécifiquement, mais dans les Caraïbes en tout cas, c'est une histoire qui est très importante, notamment l'arrivée des Européens, et ça on va reparler juste après. Et bien dans ce genre d'endroit, on va avoir justement la création d'endroits qui vont faciliter les activités des gens qui sont dans la région. Donc mettons par exemple quand on est dans une région qui produisent des vivres, forcément on est un endroit où on pourrait stocker du grain, faire de la réfrigération, avoir des transbordements faciles d'un navire vers le quai, etc. Donc le commerce maritime est une activité qui est extrêmement importante et c'est normal qu'il y ait des quais qui soient développés dans chacun des avant-postes puisqu'ils sont tous forcément tournés vers la mer. Vous allez avoir cet échange là, cet endroit qui est un échange, une interface dans le fond,
entre les activités humaines d'origine marine et les activités humaines d'origine terrestre. Et vous voyez ici, par exemple, on est sur un quai, mais il va y avoir aussi beaucoup de gens qui vont être là pour commercer, pour faire des échanges commerciaux. Ils vont être là pour stocker aussi des nourritures, des ressources rares, pour être envoyés ensuite aux quatre coins du monde et faire de l'argent. C'est notamment pour ça que sont présents les marchands, l'alliance des marchands. Vous allez aussi avoir forcément des endroits de soutien. Ils vont être là pour réparer ces différents navires, parce que ça, c'est quand même un coût et un investissement, tout ce transport. Donc forcément, on va essayer de les tenir en marche le plus longtemps possible. Donc forcément, tout ce qui va être construction navale et réparation navale, c'est des gens extrêmement importants dans l'écosystème. Puis tout en arrière, vous allez avoir ce qu'on va appeler un peu l'arrière-pays finalement d'un port. Parce que faut bien voir que ce que je suis en train de vous décrire ici, c'est un peu comme ça que tous les ports du monde sont structurés. C'est-à-dire que vous allez avoir des installations qui vont permettre l'arrimage, le transbordement et l'entretien des navires, qui sont directement sur la façade maritime. Vous allez avoir des zones de stockage pour pouvoir faire en sorte de faire transiter les marchandises dans le meilleur état possible. Après, tout dépend de la spécialisation du port, bien sûr, parce que de nos jours, on pourrait avoir des ports qui sont axés sur la réfrigération, des ports qui sont pétroliers, des ports qui sont là pour le vrac, des ports militaires, bref, il y a tout un tas de ports. Et ensuite de ça, le port est connecté au reste du réseau de la civilisation humaine par des routes, par des chemins de fer, par l'avion, bref, par tout un tas de méthodes qui vont permettre de faire en sorte que les marchandises qui sont échangées sur le port puissent être envoyées sur le reste. Donc, c'est des endroits qui sont excessivement importants pour la civilisation humaine, et encore plus dans un endroit qui est maritime comme Sea of Thieves. Parce qu'ici, vous allez avoir beaucoup de marchandises qui vont être transitées, vous allez avoir beaucoup d'activités militaires, belligérantes en tout cas, qui va être présente ici, et vous allez avoir aussi beaucoup d'influence et beaucoup de richesses qui vont passer. Et tout ça, tout le port va être connecté au reste de la civilisation, notamment par exemple, vous allez ici avoir des échoppes, vous allez avoir des gens qui sont là pour gérer des sociétés. Ici, par exemple, l'Ordre des âmes, une société qui est basée sur le mysticisme et sur la prévision de l'avenir. Ce sont des devins. Vous allez évidemment avoir là-bas les collectionneurs d'or, qui, eux, leur but, c'est de collectionner l'or. Oui, merci, bravo. Donc, ils vont avoir une banque avec notamment aussi un coffre-fort. Ici, plein d'endroits où stocker les richesses qui sont amassées soit par eux, soit par leurs servants. Donc, on va dire, un côté très économique. Ici est la richesse pure et dure. Mais en plus de ça, évidemment, vous avez des gens qui travaillent ici. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut aussi des gens pour soutenir le reste de la population, que ce soit des producteurs de vivres, que ce soit des producteurs de services. Ici, vous avez par exemple les barons, une autre société qui est beaucoup spécialisée dans l'économie, dans le commerce, mais plus axée sur les services premium pour des capitaines, donc pour la haute, on va dire, pour la noblesse en fait de Sea of Thieves. On va dire la noblesse, mais en gros pour les capitaines, pour les gens qui ont leur propre navire, donc c'est-à-dire qui ont commencé déjà à avoir suffisamment d'argent. Et ça, c'est un point qui va être assez intéressant, donc gardez-le dans votre inventaire. Le côté richesse et tout ça, on va en parler juste un peu après. Mais vous avez aussi tout ce qui va être production manufacturière. Vous allez avoir des gens ici qui vont proposer des articles à la vente. Vous allez avoir des magasins, tout simplement, qui vont proposer de l'habillement. Vous allez avoir des magasins qui vont proposer des accessoires. Vous avez aussi d'autres qui proposent des armes, forcément, parce qu'on est dans Sea of Thieves. Et évidemment, la taverne, donc un lieu de divertissement. Donc ce que je veux vous montrer ici, c'est un peu une structure de vraiment le côté ville de Sea of Thieves ici a été parfaitement respecté parce qu'on a tous les services et comment est structurée une ville. Et vous voyez par exemple que Port-Mérique est allé même au-delà de ça, puisqu'il y a en plus de juste la présence de ces endroits-là, on a aussi la présence de services publics avec, regardez en bas, ici, vous avez un réseau d'égouts pour justement collecter l'eau et tout ça, même si on est dans les Caraïbes, il n'y a pas beaucoup d'eau, on va pas se mentir. Et vous voyez ici, il y a tout un service de collecte d'eau et de collecte des déchets qui ont été construits. Donc c'est quand même quelque chose qui est à noter parce que le côté service public, on va pas se mentir que c'est pas quelque chose qu'on associe tout de suite aux pirates. Hein. Si vous allez par exemple dans les autres avant-postes, vous n'allez pas voir ça du tout. Si vous allez aussi dans d'autres œuvres populaires comme Pirates des Caraïbes, on va pas du tout avoir ce genre de truc là, mais tout le côté service public a commencé à arriver à cet endroit parce qu'on est arrivé justement à un niveau de civilisation qui est allé suffisamment haut pour justifier la création de structures pour faciliter la vie de tout le monde. Voilà. Donc ceci étant dit, c'est des structures qui sont payées aussi avec le service public et tout, il y a de l'entretien. On s'entend aussi qu'un endroit comme ça, forcément, vous voyez, il y a aussi des canons qui sont présents un peu partout. Ce
qui veut dire qu'il y a forcément aussi l'entretien d'une force de défense, normalement, des services de sécurité. Et vous avez aussi ici un phare qui va être là pour faciliter la navigation des navires. Donc ça veut dire aussi des gens qui vont être là pour gérer le tout. Donc c'est un endroit qui est très intéressant pour Amérique parce que c'est un endroit qui a augmenté son niveau de civilisation en construisant des structures qui vont faciliter la vie de tout le monde et qui vont vraiment construire un vrai urbanisme dans Sea of Thieves. Et c'est le seul endroit qui, à date, pour l'instant, possède ce genre d'installation-là. Donc on pourrait appeler ça le progrès. Donc on voit vraiment qu'il y a une arrivée dans Sea of Thieves de phase de civilisation supérieure, vous voyez. Et je dis pas ça dans le côté un petit peu « oh, ce qu'il y a en bas, c'est moins bien ». C'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire du tout. C'est que dans le cas de Port-Mérique, c'est un très bel exemple d'un endroit qui a suffisamment de population, suffisamment de richesse, suffisamment d'activité pour justifier la création de services publics, par exemple, et d'un endroit supplémentaire, d'un endroit qui n'est pas seulement centré sur l'activité des gens qui y sont, comme par exemple un étal, juste une boutique avec rien d'autre, mais vraiment la construction d'un réseau pour densifier l'urbanisme et avoir quelque chose qui soit plus important que seulement la présence de quelques personnes. Et ça, c'est ça que j'appelle le niveau de civilisation, c'est que du coup, il va y avoir une densité de population qui va être plus élevée. Bon là, on le voit pas parce qu'ils n'ont pas mis de PNJ qui se baladent dans Sea of Thieves, mais il faut imaginer quand même que c'est un endroit qui est avec beaucoup de gens qui passent, parce qu'il y a des habitations aussi qui sont là. Donc, ce qui veut dire que des gens ont des familles, des gens ont des activités qui ne sont pas forcément reliées que à la piraterie maintenant. Et ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant et c'est un cas que je voulais aborder avec vous. Vous voyez, parce qu'ici, on va avoir une petite tour avec aussi du stockage et tout ça, mais il faut s'imaginer que, voilà, il y a des canons, donc ça veut dire qu'il y a un côté un peu militaire qui arrive par rapport à ici. J'avais demandé pour les habitations, et ben voilà. C'est que typiquement, vous voyez, là, on a quand même un jeu qui est... Enfin, on a un écosystème qui est beaucoup tourné sur un jeu vidéo, forcément. Donc, ils ne pouvaient pas modéliser beaucoup plus de bâtiments parce que ça coûtait plus cher à faire, évidemment. Mais, de peu d'habitations qu'on voit ici, c'est un peu aussi l'idée générale qui est qu'il y a une densité de population plus importante qui est arrivée ici. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que la région commence à avoir une autre vision que seulement la piraterie. Donc là, on est en train de se balader dans une ville, en fait, finalement, dans un avant-poste qui est passé à un niveau plus complexe de civilisation pour avoir vraiment le côté vraiment ville. Comme tu peux voir ici, il y a de la pierre, il y a des infrastructures publiques, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé ici qui est très 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 différent des autres avant-postes qui sont plus des campements de briques et de broc qui sont posés ici pour un usage très particulier. Ici, on est vraiment sur la création en plus d'espaces de loisirs. Comme vous voyez ici, la taverne, c'est accompagné d'un endroit où on peut aussi y dormir, donc un lieu aussi pour les personnes de passage. Enfin, on est vraiment ici dans l'apparition d'une ville au sens moderne du terme. Et ça, c'est vraiment très très intéressant parce que forcément, qui dit ville, dit forcément un impact anthropique un petit peu différent. Donc, vous voyez, là, je vous parlais ici des infrastructures publiques, mais forcément, si on a aussi une plus grande densité de population, on va avoir un impact sur l'environnement qui va être plus élevé. Et je vous avais montré ici les rejets d'égouts à cet endroit-là. Ça, c'est ce qu'on appelle en général des rejets continus. C'est-à-dire qu'ils vont continuellement rejeter du flot, pas forcément de la même, comment je vais dire ça, avec la même intensité, mais ça va être vraiment un point de rejet ponctuel comme ça qui va être continu, qui va apporter des déchets, tout simplement. Donc on peut s'entendre sur le fait que au niveau de cet avant-poste-là et de la technologie qui est présente, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup justement de technologie pour permettre un assainissement des eaux. Vous voyez, si on va un petit peu dans les souterrains, on est vraiment sur un côté utilitaire où l'eau usée va venir se balancer là-dedans et d'acide, quoi. Bon. Mais aujourd'hui, de nos jours, sur les villes que nous avons chez nous, eh bien, il y a des systèmes de traitement qui justement font en sorte que l'eau qui est rejetée, eh bien, ne soit pas un trop gros problème pour l'environnement. Bon, avec plus ou moins d'effets, hein. On a entendu parler de choses ici aussi à Montréal et un peu partout qui font dire aussi que voilà, c'est pas toujours optimal, mais c'est des choses quand même importantes. Parce que forcément, qui dit plus de population dit une plus grande densité de personnes et donc des impacts sur l'environnement plus importants. Bon, on s'entend qu'ici on est dans un jeu vidéo, bon, mais vous voyez que ici l'eau est de très bonne qualité, il n'y a pas trop de déchets, tout va bien, merci à tous. Mais voilà, c'est quelque chose d'important. Il y a un autre endroit sur Sea of Thieves aussi qui peut être caractéristique d'une grande ville, on va dire. C'est dans la fable de A Pirate Lives, justement.
La troisième fable, Les Capitaines des Damnés, où on va visiter un souvenir, une grande ville espagnole, une grande ville portuaire espagnole, qui est encore plus grande que ce que je vous montre là, avec vraiment une forteresse, vraiment le côté colonisation espagnole plus. Mais imaginez cet endroit, mais en encore plus dense et en encore plus construit. Voilà. Et c'est les deux seuls exemples pour l'instant. Sauf que l'endroit que je viens de vous décrire est un endroit qui est présent dans la mer des damnés. La mer des damnés, c'est un endroit un petit peu magique qui a la possibilité de faire vivre des souvenirs. Donc est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est une vision fantasmée de quelque chose? Je pense que c'est un petit peu des deux. Donc c'est à prendre avec des pincettes. L'endroit où nous sommes, en tout cas, est, jusqu'à preuve du contraire, assez réel. Là où je voulais en venir, justement, c'est que vous allez voir que je ne vais pas avoir beaucoup d'images à vous présenter aujourd'hui parce que les civilisations, je ne suis pas allé trop dans le détail parce que je ne suis pas expert et que je n'ai pas forcément les droits aussi sur toutes les images qui sont reliées aux civilisations. Et surtout que je ne veux pas faire de mésinterprétation des données, évidemment. Donc je vais vous présenter 2-3 petites choses, mais pas non plus autant que d'avant. Ici, c'est la carte de Sea of Thieves comme elle a été présentée au Seigneur de la Piraterie. Et c'est une carte qui, justement, lui a permis d'aller découvrir Sea of Thieves et de voir qu'est-ce qui se passe ici. Une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on voit la Isla Mosquito, Lower Bay, ce qui nous a permis de découvrir, en tout cas de mettre un endroit dans la vraie vie où pouvait être présent Sea of Thieves. Et il se trouve qu'elle se trouve dans les îles Vierges britanniques, effectivement ici. Vous le voyez peut-être pas très bien parce que c'est très pixelisé et c'est en dessous du texte, bien sûr, parce que ma carte n'est pas jolie, mais on est vraiment dans cet endroit-là, donc un endroit qui est vraiment dans le territoire, la zone économique exclusive des Anglais, de la Grande-Bretagne, et qui est affilié vraiment aux îles Vierges. On a vraiment ici, si vous regardez la carte, la Isla Mosquito au sud et Lower Bay, on est vraiment entre les deux, et Sea of Thieves se trouve à un endroit ici, donc littéralement au sud de la mer des Bermudes. On est vraiment au sud, parce que la mer des Bermudes, il faut voir que ça fait comme un triangle, qui passe justement des Bermudes, aux Bahamas, jusqu'aux îles Vierges. On a vraiment un triangle comme ça. Un endroit qui est empreint de mystère, bien sûr. Donc, Sea of Thieves est vraiment à la limite inférieure de la mer des Bermudes, donc un endroit teinté de mystère et de magie, bien sûr. Donc, de savoir ça, ça nous a permis un petit peu de mettre en contexte justement Sea of Thieves avec les différentes composantes que nous avons explorées avec Beamer Ocean. On a pu voir par exemple que le climat était vraiment un climat tropical, un climat typique des îles des Caraïbes. On a pu aussi poser des hypothèses sur l'origine des îles, la géologie des îles, comment est-ce qu'était présent l'eau, la chimie, tout ça, et aussi les espèces qui étaient présentes basées à ce qu'on voit sur Sea of Thieves et ce qu'on sait dans le reste. Alors, question, est-ce que les forts de Sea of Thieves sont individuels au niveau de la défense, par exemple, ou est-ce que la civilisation est commune à tous les forts? Qu'est-ce que tu veux dire par civilisation? Ok, donc ta question est vraiment au niveau des nations qui sont présentes. Eh bien, sache que les forts qui ont été construits à Sea of Thieves sont des forts qui ont été érigés par des squelettes. Ce sont des squelettes qui ont construit des forts, justement pour se protéger des vivants, tout simplement, et pour amasser du loot en prévision d'autres choses. Les forteresses sont vraiment des forteresses, des bastions, qui ont été construits par des squelettes qui sont une faction de morts-vivants, et évidemment unique à Sea of Thieves. Morts-vivants maudits, de plus. Donc les forts qu'on voit sont des forts majoritairement squelettes. Ceci étant dit, on a en plus des petites forteresses qui ont été ajoutées par-ci par-là, justement sur Sea of Thieves. Regardez, sur la carte, ici, vous avez en plus certaines forteresses comme ça, qui sont des forteresses, littéralement des petites forteresses marines, qui elles sont plus assignées aux Espagnols. Ce sont des forteresses qui étaient justement gérées par l'armée espagnole. Le souci, et c'est là où je vous parlais d'Amir Deden tout à l'heure, c'est que ces forteresses n'étaient pas présentes initialement dans Sea of Thieves et qu'elles ont été amenées ici par un souvenir. En fait, le capitaine Flameheart, qui est un antagoniste majeur du jeu, avait le pouvoir, et l'a peut-être toujours d'ailleurs, sur la mer des damnés et a réussi à faire sortir le souvenir de ces forteresses-là et des soldats espagnols qui les commandaient, qui étaient présents dans la mer des damnés, parce que c'est un lieu où les souvenirs des gens peuvent se regrouper. Il a réussi à faire sortir ces souvenirs-là pour les amener dans le vrai monde, parce que la barrière entre le monde de la mer des damnés et le monde de Sea of Thieves avait été très très mince. Elle avait été presque brisée par beaucoup d'actions qui ont eu lieu il y a quelques années. Ce qui fait qu'il a réussi à faire littéralement apparaître des nouvelles structures défensives pour mener à bien ses plans. Donc théoriquement, il n'y a pas de présence espagnole
dans Sea of Thieves, mais du fait de la magie du lieu et des machinations de l'antagoniste Flemmart, il y a maintenant des forteresses qui sont alignées au niveau espagnol. Mais je te dirais que sinon, c'est une faction squelette qui est présente, parce que Sea of Thieves, comme je vous le montre sur cette carte-là justement, c'est un endroit qui est isolé du monde. Vous voyez ici l'espèce de brouillard que vous avez là, ça s'appelle le Devil's Shroud, et c'est un endroit qui a fait en sorte, c'est littéralement un brouillard, qui détruit les navires et les gens qui essayent de rentrer, sauf sous certaines conditions très précises. Donc cet endroit a vraiment été isolé au plus possible du reste du monde, ce qui veut dire que les occupations de colonisation des Caraïbes par les Espagnols, par les Hollandais, par les Français, par les Anglais, ils n'ont pas vraiment été dans cet endroit-là. Parce que justement, le Devil's Shroud protégeait un peu les îles qui étaient au centre. Ce qui veut dire qu'on va être assez peu aligné à une nation particulière dans Sea of Thieves. Et ce qu'on a vu avec les forteresses espagnoles, c'est vraiment un souvenir qui a été implanté par la magie du lieu. Donc c'est un petit peu différent. Alors c'est isolé du monde, mais il y a des commerces. Et oui. Alors, pour ce qui est de la bouffe, je sais pas trop comment ça vient. D'où viennent les ananas de Sot? C'est une très bonne question. Et j'avoue que je n'ai pas trop la réponse parce que c'est vrai que où vient cette nourriture, sachant qu'il n'y a pas de production, il n'y a pas d'arbre de production, pas de verger, rien du tout. Je n'en sais rien. Et ça m'a toujours beaucoup frustré. Donc la seule chose que je peux dire, c'est que ça viendrait du commerce. Or, comme on l'a dit, c'est difficile de faire du commerce dans Sea of Thieves. Cependant, il y a quand même l'Alliance des marchands, et maintenant aussi les souverains, les barons, qui ont créé un réseau commercial pour envoyer justement des ressources en dehors de Sea of Thieves et s'enrichir. Ceci étant dit, c'est des quantités qui sont ridiculement petites parce que les seuls navires qui peuvent traverser le Devil's Shroud sont des navires, des petits navires, le plus grand étant le galion. Vous voyez, par exemple, le Burning Blade, je suis même pas sûr qu'il arriverait à dépasser le Devil's Shroud. Donc, ce qui veut dire qu'on peut supposer qu'il y a effectivement une présence de commerce suffisante pour nourrir les populations qui y sont présentes sans qu'ils n'aient à produire leur nourriture. C'est tout à fait possible, parce que dans le jeu, en tout cas, les gens qu'on voit, il n'y en a pas non plus 10 millions. Quoi. Typiquement, si on devait se poser si on devait faire une estimation des gens en fonction de juste ce qu'on voit, la population ne dépasse pas 1000 personnes dans Sea of Thieves. Donc, comme dit Yubel, ça pourrait venir de la nature, et auquel cas, si ça vient de la nature, on pourrait avoir une logique, un peu une civilisation qui serait basée sur la pêche et de la cueillette, des chasseurs-cueilleurs, où la nourriture serait tout simplement suffisante, et le fait d'aller chasser des animaux serait tout simplement suffisant pour souvenir à leurs besoins, qu'ils n'auraient pas besoin d'avoir d'agriculture, de choses comme ça. C'est une hypothèse qui est très pertinente, parce que, comme je dis, la densité de population n'est pas critique au point où on ait besoin de passer à de l'agriculture pour soutenir justement une évolution plus importante de la population. Ceci étant dit, comme on l'a vu à Port-Mérique, c'est peut-être un constat qui peut être amené à changer parce que la densité, elle est de plus en plus élevée. Donc, c'est une question qui est extrêmement importante et je pense qu'on peut juste faire le postulat que le commerce permettrait justement d'avoir les richesses de base pour subvenir aux besoins de la population, parce que c'est un commerce qui est très limité par le Devil's Shroud, mais que tout ce qui est nourriture, donc les bananes, les fruits de la passion, oui c'est ça, non les grenades, les ananas, les mangues et les noix de coco sont des productions locales, ce qui ferait du sens parce que ces 5 fruits sont trouvables justement dans les Caraïbes, donc ce serait complètement pertinent. Donc je pense effectivement ce serait plus au niveau de la nature envoyée. Donc vraiment, ce Devil's Shroud, là, il faut vraiment voir la civilisation de Sea of Thieves comme une civilisation qui est coupée du monde par des moyens magiques. Ce qui veut dire que on a forcément une trajectoire différente pour ce qui se passe à l'intérieur de Sea of Thieves qu'à l'extérieur. Parce que, et c'est là où je voulais justement venir avec mon introduction, c'est que, à votre avis, si vous deviez donner une date, à peu près dans quelle période de temps seraient placer les événements de Sea of Thieves. À quelle année nous serions, par exemple, à une fourchette près? Alors, Emerion nous dit 1700-1750, Tipwick 1750, Yubel, l'âge d'or de la piraterie. Eh bien, je pense que vous n'êtes pas loin de ça. Même vous êtes en plein dedans. C'est typiquement parce que, comme dit Yubel, effectivement, Sea of Thieves prend justement son lore et beaucoup d'esthétique, beaucoup de technologie qui était présente à ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie. L'âge d'or de la piraterie, c'est une notion qui a été proposée initialement par des écrivains anglais
qui écrivait justement sur le milieu des historiens, des journalistes qui s'intéressaient justement à la figure du pirate, parce que forcément le pirate, c'est et c'est toujours, une figure qui a beaucoup éveillé l'imaginaire. Le problème, c'est que l'âge d'or de la piraterie, pour certains, il va être entre 1650 et 1750. Pour d'autres, ça va être à partir de 1700. Donc, c'est quand même très vague. Mais il y a une sorte de consensus, quand même, qui a l'air d'arriver sur le fait que entre 1650 et 1730, ça aurait de l'allure. Pourquoi entre ces deux dates? C'est parce que avant, vers 1650, c'est là où il commence à y avoir une colonisation poussée, justement, des Caraïbes par les puissances européennes. Donc, particulièrement la France, l'Angleterre et la Grande-Bretagne. Mais il n'y a pas eu que, il y a aussi les Hollandais qui sont passés, par exemple. Donc beaucoup de gens qui sont allés là-bas, justement, après la découverte des Amériques par Christophe Colomb et ses équipages, vers 1492. Donc, on va dire, disons tout le début du XVIe siècle, donc entre 1500 et 1590, a vraiment vu une augmentation du trafic, donc vraiment avec la Renaissance, et la création aussi des caravelles, notamment, qui permettent une navigation transocéanique plus rapide. Donc vraiment, on a eu une migration des gens aussi pour essayer de découvrir ces nouveaux endroits et en particulier s'enrichir, bien sûr. Donc là, je parle d'un point de vue européen, mais on va parler un tout petit peu plus d'un point de vue des premiers peuples un petit peu après. Mais d'un point de vue européen, c'est à partir de 1650 qu'il y a eu un gros boom, justement, entre 1600 et 1650, où là, vraiment, avec la création des colonies, avec l'instauration aussi du commerce triangulaire, qui est une énorme saloperie, hein, bien sûr, c'est vraiment là où il y a eu un boom économique qui fait que pour les pirates, pour ces hors-la-loi qui étaient au départ des corsaires, des boucaniers, donc des gens qui étaient enrôlés par la couronne pour aller faire chier les navires des autres couronnes, et qui finalement après sont devenus indépendants et tout ça, et bien il y avait tellement de richesses que ça apportait tellement aussi d'envie à ces gens d'être des hors-la-loi pour s'enrichir, dans un milieu où il y avait très peu de forces de l'ordre pour contrer justement ça, que c'était un petit peu le rêve de la piraterie. La caravelle, oui effectivement. Qu'est-ce que c'est qu'une caravelle? C'est un navire, c'est un type de navire qui a été inventé, il me semble, par les Portugais. C'est un navire qui a, avec très peu de voiles et avec une coque suffisante en fait pour atteindre des vitesses très rapides, ce qui a fait en sorte aussi que la navigation des deux côtés de l'océan était vraiment limitée. Parce que, tu sais, on parle d'un voyage de plusieurs jours, quoi. C'est plusieurs semaines, plusieurs mois, donc c'est énorme. Donc d'avoir une meilleure propulsion, une meilleure efficacité pour prendre le vent, un poids aussi plus léger, tout ça permet en fait de réduire le temps qui était nécessaire pour passer d'un continent à l'autre. Donc je dis pas qu'il y a que ça, mais ça plus des instruments de navigation comme le compas, l'astrolabe, les boussoles, ont fait en sorte aussi de favoriser les expéditions à très haute envergure, donc pour sortir seulement des endroits qui étaient côtiers pour partir vers le grand large et découvrir d'autres continents. Donc cet endroit-là, couplé au fait qu'il y avait beaucoup de richesses et il y a eu beaucoup d'exploitation des peuples autochtones, des Premières Nations qui étaient sur place, on va y revenir juste un peu après, et bien forcément ça a apporté de la richesse. Je vous parlais du commerce triangulaire. Le commerce triangulaire, c'est un commerce qui prenait son origine en Europe. En Europe, il y avait un transport de matériaux, de manufacturiers, de biens manufacturiers vers l'Afrique. En Afrique, ces mêmes navires il n'y avait plus de marchandises dedans, mais ils étaient remplacés par des esclaves qui étaient pris dans les colonies africaines et dans les nations africaines. Et je ne sais plus combien de personnes ont été déportées par ce commerce-là, mais c'est horrible. Donc des slavers, comme on appelait, donc des navires qui étaient uniquement dédiés à ce commerce-là, qui étaient équipés pour mettre 200, 300, 500 personnes en même temps, pour les amener aux Caraïbes, où là, ils étaient exploités et mis dans les plantations pour produire des biens de luxe, comme le sucre, le café, la vanille, qui étaient ensuite, dans les mêmes navires, transportés en Europe pour être vendus sur le marché européen. C'est vraiment triangulaire, on a 3 pôles comme ça. Et je dis ça, c'est une saloperie parce que forcément, il y a de l'esclavage. Donc, qui dit esclavage dit saloperie. Mais vient en plus à ça les impacts qu'il y a sur l'environnement, les impacts aussi avec les plantations. Enfin, c'est une énorme saloperie. Ceci étant dit, c'est ça qui fait en sorte aussi que l'Europe est un endroit qui est aussi très riche, notamment. Donc, c'est l'histoire, effectivement. Mais c'était une énorme saloperie. Et notamment, il y a des grandes villes comme Lorient, Nantes et tout ça qui ont été des plaques tournantes du commerce triangulaire. Donc, voilà. On est à peu près pour l'âge d'or de la piraterie entre 1650 et 1730. Bon, c'est un petit peu ce qui est consensus. Donc 1650, ce qui a apporté vraiment le début de cet âge d'or, c'est vraiment le fait que les nations étaient en guerre pour la plupart, forcément parce que c'était des nations européennes qui se font la guerre, hein, normal.
Et c'est surtout aussi qu'il y avait des richesses, beaucoup de richesses, dues justement à l'exploitation des populations sur place, mais aussi à l'exportation de ressources naturelles exotiques qui se vendaient extrêmement cher sur le marché européen. Je pense aux épices, comme je disais tout à l'heure, au café et tout ça. Donc énormément de richesses. Donc qui dit richesse dit forcément des gens qui vont regarder ça pour dire ça c'est à moi ces richesses. Hein. Mine. Mine. Et bah ce sont les pirates, tout simplement. Et les pirates, vraiment, eux, leur but, c'était... Vous avez plusieurs types de pirates. Vous aviez les flibustiers, vous aviez les boucaniers, vous avez les corsaires. Tous ces gens-là ont un statut un petit peu différent. Et en particulier, le corsaire, qui lui possédait une lettre de marque. Donc en gros, c'était un mercenaire, littéralement mandaté par une puissance pour aller attaquer les navires des autres puissances, mais pas les navires de leur puissance. Donc c'est vraiment... En gros, des mercenaires qui vont dire allez attaquer les autres, mais pas nous, pour qu'on ait une plus grande place sur le marché et un meilleur avantage sur le terrain. Donc c'était un peu comme de la co-belligérance, parce que du coup, il y avait des navires militaires qui étaient là, forcément. Il y avait la Navy et l'armada espagnole et l'armée navale française qui étaient là. Mais c'était juste pas assez pour justement avoir une présence qui dissuadait de la piraterie complète. Donc c'est un peu là où il y a eu vraiment une pente ascendante de la piraterie, avec des figures très notables qui ont été aussi d'abord corsaires, puis ensuite qui se sont mis à leur compte. Il y a eu des révoltes et tout ça, donc c'est vraiment la piraterie comme on la voit un peu de façon romanesque, mais en plus forcément en moins romanesque justement. Et vient justement 1730, où 1730 ça avait été le déclin de la piraterie a commencé à partir de 1720 a priori, où les nations ont commencé à dire, donc je parle des nations, on parle de l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne en priorité, mais il y en a d'autres. Ils en avaient marre en fait, ils en avaient juste marre de ces gens qui étaient des hors-la-loi, des gens qui étaient libres, des gens qui leur volaient leurs richesses, et ils ont investi beaucoup plus de temps et d'argent et de soldats et de ressources pour aller justement les débouter. Donc il y a eu vraiment beaucoup de chasse aux pirates qui a été fait à ce moment-là, et surtout aussi les navires étaient mieux gardés, ce qui veut dire que c'était plus risqué de prendre leur cargaison. Donc il y a eu la chasse et le fait que c'était plus risqué ont fait que ça commençait à doucement péricliter vers la fin justement de cet âge d'or. Donc il y a même beaucoup de gens qui se demandent d'ailleurs si l'âge d'or en lui-même n'a pas été entre seulement 1700 et 1720, donc vraiment 2 décennies tout simple, parce que c'est, comme je vous disais, il y a très peu de consensus sur ces dates-là, et quand on met ça en lien avec les différents événements historiques qu'il y a eu à cet endroit, bah, c'est sûr que c'est difficile de mettre une date, mais ça coïnciderait plus en tout cas au début du XVIIIe siècle, donc vers de 1700, 1730, au moins ça c'est sûr. Donc en tout cas, on avait cet âge d'or qui se termine lorsqu'il y a de plus en plus de nations qui chassent à fond les pirates. On pense par exemple aussi au gouverneur de Nassau, Woodes Rogers, qui a été aussi une plaque tournante dans la chasse aux pirates. Il y a aussi donc beaucoup moins d'intérêt parce que les ressources sont plus difficiles à choper et parce qu'elles sont plus gardées. Et c'est surtout aussi que les différentes bases pirates étaient des endroits qui ont été forcément focus par les militaires, qui ont été détruites. Donc on a eu tout ça qui fait en sorte que ça a commencé à péricliter sévère et que 1730 a été un petit peu vraiment la fin vraiment hardcore de cet âge d'or. Donc, on en est à peu près là. Alors, du coup, comment donner une date aux événements de Sea of Thieves ? C'est quand même assez compliqué parce que, comme je vous disais, Sea of Thieves, c'est un milieu qui est un peu isolé du monde, que vous voyez ici. Ce qui veut dire que, exemple, on pourrait très bien imaginer que au tout début, quand le Pirate Lord, qui est la personne qui a découvert Sea of Thieves dans l'histoire récente en tout cas, est arrivé dans Sea of Thieves justement, il a fait en sorte de découvrir le monde au moment où l'âge d'or de la piraterie était justement présent dans les Caraïbes. Donc on pourrait très bien imaginer que lui, de son côté, il était présent entre 1650 et 1730. Bon, mettons, pour faire simple, qu'il était vraiment au pic de l'âge d'or, donc on va dire dans les années 1700. Bon. Ça veut dire que Sea of Thieves aurait été découvert par le Pirate Lord dans ces eaux-là. Mais on est d'accord que s'il y a une arrivée massive de personnes dans un endroit et qui ont une civilisation ici qui va être coupée du monde et sur lequel ils ne peuvent pas vraiment avoir beaucoup d'échanges parce qu'il y a le Devil's Shroud qui les coupe littéralement du reste, on peut très bien imaginer que l'âge d'or de la piraterie était un moment dans Sea of Thieves encore présent alors que dans le reste du monde, celui-ci s'est déjà éteint. Parce qu'il n'y a pas eu les éléments qui ont fait péricliter cet âge d'or, qui était justement la présence de navires militaires et une présence de forces de l'ordre qui ont limité ça. D'autant plus que dans Sea of Thieves, il y a des richesses, il y a énormément de richesses maudites,
Mais il y a des richesses, il y a beaucoup de richesses, donc beaucoup d'argent à se faire sur Sea of Thieves. Donc les navires de l'Alliance marchande qui passent d'avant-poste en avant-poste sont aussi des proies juteuses. Donc on pourrait très bien imaginer que cet état des lieux a un peu été resté stase dans le temps et que Sea of Thieves se déroule un peu plus tard finalement que ça, parce qu'il y a eu justement ce côté plus isolation du reste. Moi, je pense que on peut pas vraiment dire bah tiens, ça c'était comme ça, c'est resté pendant 200 ans l'âge d'or de la piraterie et le reste ils ont des avions et tout ça. Ça peut pas vraiment marcher à mon avis. Parce que même si le Pirate Lord est mort actuellement dans le monde auquel on a quand même des gens, on a quand même des personnages qui montrent qu'on n'est pas non plus si longtemps après qu'il soit décédé. C'est-à-dire que je pense qu'on doit être dans une génération ou deux à partir de ça. Donc je pense qu'effectivement, si on imagine que Sea of Thieves a été découvert vers 1700, 1710 mettons, et que on est vers 1750, 1760, ça aurait du sens d'un point de vue logique, je pense, et d'un point de vue civilisationnel, parce que on aurait encore la présence d'un état de piraterie avec beaucoup de gens qui viennent justement avoir cette liberté qui était présente aux Caraïbes pendant l'âge d'or, même si, en dehors de Sea of Thieves, cette liberté n'existe plus. Et il y a vraiment le côté aussi moderne qui arrive avec l'arrivée des nations de façon plus importante pour les combattre, et aussi l'arrivée des navires à vapeur et tout ça qui viendront plus tard, mais on n'y est pas encore. Donc je pense que ça a une zone un petit peu logique. D'autant plus qu'on peut aussi rajouter un événement qui vient nous apporter justement une aide là-dessus. C'est le fait que dans Sea of Thieves, il y a aussi le lore, donc toute l'histoire de Pirates des Caraïbes, de la franchise Pirates des Caraïbes, qui est vraie, qui est présente. Ce PNJ, la naufragée, et Tia Dalma, donc attends, je vous spoil, mais en même temps, ça fait 3 ans que c'est sorti, 3-4 ans, donc ça va. Qui est relié justement aux événements Pirates des Caraïbes, auxquels on peut jouer avec ici plein de personnages du jeu Pirates des Caraïbes et de la licence Pirates des Caraïbes qui sont présents, notamment le capitaine Jack Sparrow. Et il a été montré d'ailleurs que l'arrivée de Jack Sparrow coïncide après le 5e film, et il se trouve que ce film arrive à peu près vers 1753. Donc on sait que vers 1753, Jack Sparrow, dans l'univers de Pirates des Caraïbes, était vivant toujours, et il a été dans ces eaux-là aussi à un moment présent dans Sea of Thieves. Ce qui veut dire que l'estimation que je proposais quand même semble relativement juste, parce qu'il arrive à un endroit de l'histoire où il y a déjà des choses qui se sont produites dans Sea of Thieves. Ça veut dire que Sea of Thieves pourrait être, les événements majeurs de Sea of Thieves pourraient avoir été entre 1730 et 1740 par exemple. 10 ans, ça a quand même de l'allure pour faire tout ce qui s'est passé. Donc de la découverte de Sea of Thieves jusqu'à l'établissement des avant-postes, l'établissement d'un commerce et de la piraterie présente ici, et notamment de la construction de ce port, de cette ville, qui est plus contemporaine, on va dire, dans l'époque. Alors j'avoue que pour Monkey Island, je ne sais pas du tout à quelle année se passe Monkey Island, parce que c'est vrai, Dalantier, tu as une bonne question sur le fait que Monkey Island, ici, est aussi inclus dans Sea of Thieves. Alors, la différence à laquelle je suis pour l'instant, j'en suis sûr, c'est qu'il a été mentionné par les responsables et par les gens de Sea of Thieves que Sea of Thieves et Pirates des Caraïbes partagent un lore commun, donc une histoire. Ce qui veut dire que l'histoire de Sea of Thieves est canon dans Pirates des Caraïbes, c'est vrai, et l'histoire de Pirates des Caraïbes est canon dans l'univers de Sea of Thieves. Ce sont deux univers qui sont dans la même diégèse, si vous voulez, dans le même espace narratif. Donc ça a été confirmé par les développeurs. Des deux côtés, hein. D'ailleurs, j'avais été surpris quand Disney a dit que le lore était canon de Sea of Thieves dans l'univers Disney, c'est quand même assez classe. Et par contre, pour Monkey Island, je ne sais pas si les développeurs ont fait ce même constat, je pense que non. Parce que ça voudrait dire deux choses, c'est que soit effectivement c'est canon, et donc l'univers de Monkey Island est aussi commun à cet univers-là, mais ça veut dire l'inverse, c'est que tout simplement ces gens sont venus ici parce que Merde des damnés, parce que magie tout ça, mais que ce sont des univers différents. Donc à voir. Moi pour l'instant je reste seulement sur ce qui a été confirmé et ce que je sais, qui est que Pirates des Caraïbes a été confirmé contemporain avec Sea of Thieves. Donc ça c'est tout ce que je sais. Imaginons qu'on est à peu près au milieu du XVIIIe siècle. Voilà, moi je pense que ça a de l'allure. C'est-à-dire que les événements de Sea of Thieves seraient entre 1720-1730 vers 1750-1760, à peu près cette partie-là.
Puis c'est pas dit que ça ne puisse pas continuer plus loin, parce que à date, pour l'instant, il n'y a pas de souci sur le fait que ça dure. Tu sais, Flame est un enjeu sur Sea of Thieves, mais il n'y a rien qui dit pour l'instant que toute Sea of Thieves va disparaître d'un coup. Bon. Gardons ça en tête quand même, que on est dans une période de notre civilisation, en tout cas européenne, où il y a eu beaucoup de développement, il y a eu des guerres qui se sont passées en Europe, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et on va arriver à l'aube de la révolution industrielle. Là, on arrive vraiment bientôt, dans pas longtemps, là, début des années 1800-1850, on va avoir vraiment le développement de la machine à vapeur, de l'utilisation du charbon, pour avoir vraiment une utilisation industrielle de nos écosystèmes et des ressources. Donc on n'en est pas encore là, mais on est à l'aube de l'être. Donc dans 50-60 ans, on devrait l'être. Donc gardons, moi je pense qu'en tête, ça peut être assez juste d'être dans ces eaux-là pour Sea of Thieves. Là, je vous ai parlé de l'histoire européenne, bien sûr, mais sachez qu'il y a eu... Attendez, qu'est-ce que c'est ça? J'avais jamais remarqué qu'il y avait une petite luciole ici. Ah ouais? J'avais jamais remarqué qu'il y avait une luciole ici, tiens. Ok. Évidemment, il n'y a pas que des civilisations, on va dire, européennes ou d'origine européenne qui sont présentes sur Sea of Thieves, vous vous doutez bien, parce qu'on est dans les Caraïbes et il y a eu une colonisation, on va dire, des milieux avant l'arrivée des Européens. Ah tiens, regardez, juste là, vous avez une forteresse espagnole dont je vous parlais. Vous avez ici une forteresse espagnole qui est un petit peu verdâtre parce que fantomatique et tout ça, tout ça. Nous allons justement parler de la deuxième étape du voyage. Ah, tu parlais de la luciole? Ah, effectivement. D'ailleurs, c'est un des... voire peut-être le seul insecte que j'ai vu dans Sea of Thieves pour l'instant. Ah, Shrouded Ghost. Ah là là. Oh, Shrouded Ghost bleu. Ou violet. Oui, c'est la Crescent Queen. Ah, voilà les mouettes. Alors, attendez. Sont-ce vraiment des mouettes ou des goélands? Je pense que ce sont des mouettes, les amis. Parce qu'ils n'ont pas de petits points rouges sous le bec. Qui sont une des caractéristiques principales des goélands. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Hein. Il faudrait que Oham soit dans le live pour nous en expliquer. Et je pense que ce sont des mouettes, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que tous les goélands n'ont pas forcément un point rouge, c'est vrai. Mais moi je pense que vu leur taille et leur gabarit général, je pencherais plus sur des mouettes personnellement. Et sur leur cri aussi. Aïe. Je pencherais plus sur des mouettes, mais je peux me tromper. En tout cas, oui, je parle des goélands ici, les goélands argentés, les goélands marins. Ceux que je connais ont effectivement des points rouges sous le bec, qu'on appelle un diamant d'ailleurs, dont ils se servent pour casser les coquilles d'œufs plus facilement. Voilà. Alors, je vous ai amené ici à un endroit que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Lagoon of Whispers, qui est un endroit au départ où il n'y avait pas du tout ces structures comme vous pouvez le voir ici. C'était un endroit qui était très paisible. Il n'y avait pas du tout de quai ou quoi que ce soit. En fait, c'est un endroit qui a été colonisé par une troupe de squelettes d'obsidienne qui ont construit cette espèce de grande tour que vous voyez ici. Et pourquoi ils ont construit cette tour? C'est parce que leur but est d'aller faire des excavations souterraines et récupérer des artefacts. Alors, vous allez me dire, mais du coup, ce sont des archéologues. Bah tiens, vous parlez de squelettes d'obsidienne, bah en voilà. Et spoiler, ils sont pas gentils. Nice dash, bro. Ils sont pas gentils du tout. Le point rouge, c'est pour que les petits tapent dessus en demandant de la nourriture. Ah ouais? Le diamant, ça tombe après l'éclosion. Il me semble que tu en connais plus que moi sur les goélands. Le problème, c'est que les goélands, c'est pas des invertébrés. Donc c'est pas dans ma branche. Mais très intéressant ce que tu dis. Je pensais que le diamant restait... Remarque, ça ferait du sens, parce que du coup, ils tombent après qu'ils soient sortis de leur coupe. Donc vous voyez, ici, nous sommes en train de descendre dans les profondeurs. Les profondeurs. Ici, d'un sous-sol étrange,
Il se trouve, regardez, qu'il y a des ruines particulières ici que vous voyez ici. Un temple sous-marin et souterrain. Un temple ancien. Et oui, regardez, ça c'est un des plus beaux endroits du monde. Hein. Un temple avec des tombées, des cascades et du corail luisant. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore cet endroit. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que cet endroit, ce sont des ruines qui ont été construites par une civilisation qui datait de avant l'arrivée, bien sûr, du Pirate Lord. Une civilisation qu'on appelle les Anciens. Les Anciens, parce qu'ils étaient vieux, vous comprenez? Non, c'est parce qu'ils étaient avant, bien sûr, l'arrivée des premiers pirates, c'est aussi des premiers colons, dirais-je. Vous voyez, ce côté très pierreux et doré et tout ça, c'est vraiment typique de l'architecture et de la culture des Anciens. Une culture qui était aussi beaucoup basée sur les étoiles. C'est pour ça que vous voyez ici un planétarium, en fait, tout simplement, un endroit où vous pouvez observer les étoiles dans le ciel lorsqu'on a activé un observateur au centre. Et hop. Et le but étant, c'était une situation qui avait beaucoup d'histoires et légendes qui étaient reportées dans le ciel. Notamment ici, vous allez voir que certaines constellations, comme ici la chauve-souris, vous allez ici avoir la chouette, vous allez avoir ici la panthère, toutes ces constellations qu'on peut trouver dans le ciel. Ici, par exemple, vous avez le papillon, tout ça. Toutes ces constellations-là étaient reliées à une certaine histoire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'histoire des Anciens, qui nous a été décrite grâce à des tablettes, grâce à des écrits et aussi des souvenirs dans la mer des damnés qui ont été présents justement, qui ont été découverts par les pirates, eh bien on a pu savoir que les constellations qui étaient décrites comme par exemple le grand guerrier, la tortue patiente, tous ces gens-là en fait c'était des gens justement. C'était des gens qui ont inspiré en fait le mythe qui les a rendus dans les étoiles. Donc il y a vraiment un côté très 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 relié avec entre les étoiles et l'histoire aussi de cette civilisation. On va avoir aussi beaucoup de... Par exemple, vous avez je sais plus si c'était la veuve noire. Il y a une araignée. La veuve noire qui était aussi dans le récit des anciens, une fourbe, quelqu'un qui était dans la noblesse des anciens, mais dont le but était justement de trahir le roi et de prendre le pouvoir. Enfin, il y a un lore très 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 poussé des anciens, qui est décrit dans les différents temples que nous visitons et dans les différentes aventures qu'on a vues aussi. Donc c'est un endroit que j'aime énormément parce qu'il est et à la fois avec les anciens et avec le côté sous-marin que vous voyez ici avec les différents coraux qui sont à l'air libre. Bon, une espèce particulière ici qui peut vivre dans l'humidité de la zone et c'est juste magnifique. Alors effectivement, ok. Murion nous dit que le diamant des goélands disparaît par érosion quelques jours après la naissance. Ah. Eh bien, tu m'envoies ravi de savoir ça. Je mourrais moi bête, effectivement. Parce que j'étais sûr qu'il le gardait encore. Alors, datation des anciens. Et là, c'est une excellente question que tu viens de poser parce que tu fais le segue justement vers là où je voulais vous amener. Incroyable. À croire que j'ai bossé mes transitions, quoi. C'est juste fou. Donc, on se rappelle qu'ici, on est dans les Caraïbes. Alors, d'après les informations que j'ai obtenues, il semblerait, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont intéressés à aller faire justement de l'archéologie, de savoir comment étaient arrivées les populations humaines dans les Caraïbes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les populations humaines n'ont pas juste pop comme ça d'un coup sur toute la surface de la Terre. Elles ont originé à un endroit, notamment on pense surtout en Mésopotamie, vraiment le côté le Moyen-Orient, pour ensuite se disséminer partout avec une certaine vitesse, une certaine distribution due aussi à la géographie, au fait qu'il y avait des aires glaciaires ou non, enfin des périodes glaciaires ou non. Bref, des obstacles qui leur barraient la route, des routes qui étaient impossibles avant, qui ont été découvertes ensuite. Et c'est ça que les gens étaient vraiment intéressés, c'était de savoir comment est-ce que les Caraïbes ont été justement colonisés, parce que c'est un endroit qui est quand même très peu propice à avoir des populations au départ, puis ce sont des îles. C'est-à-dire que des îles, déjà, il faut les découvrir, puis ensuite, il faut y rester. Donc c'est quand même assez complexe, c'est des environnements qui sont assez complexes à gérer pour des populations humaines. Donc, de ce que j'ai pu comprendre, alors encore une fois, et je tiens à être très clair par rapport à ça, je vais vous parler ici d'histoire humaine et d'archéologie et de théorie justement sur l'évolution des populations humaines ici. Ce n'est pas mon domaine. Donc je tiens à le dire tout de suite, ce n'est pas mon domaine.
Donc je m'excuse tout de suite pour toute inexactitude que je pourrais faire là-dessus, encore plus sur le fait que je ne veux cibler aucun groupe, aucune population particulière par rapport à ma méconnaissance de leur histoire. Donc si c'est le cas, je m'en excuse et n'hésitez pas à me dire pour que je puisse corriger tout ça et apprendre aussi parce que ce n'est pas du tout mon champ de compétences. Donc mon but ici est un but de vulgarisation pour que les gens s'intéressent à l'histoire du monde et qu'ils découvrent aussi un petit peu plus sur l'histoire du jeu. Donc j'essaie de remettre ça tout en contexte, mais il peut m'arriver de faire des inexactitudes, et auquel cas j'en suis désolé et je vous remercierai de me le dire pour que nous puissions corriger tout ça, évidemment. Donc petit disclaimer étant fait, gardez bien en tête que ce que je vais vous dire est fait sur le prisme de mes recherches qui ne sont pas exhaustives. J'ai vraiment fait une recherche qui était poussée sur certains mots-clés, sur certaines publications, sur certains trucs, donc j'ai pu oublier beaucoup de choses, donc gardez quand même en tête le doute scientifique qui est inhérent à la profession et à l'exercice. Donc ce que j'ai pu voir en particulier, c'est que en premier, il y aurait eu une... Alors ça a été une colonisation qui a été supposée suite justement à la découverte de restes de céramique, des restes humains, des os, beaucoup de choses qu'on peut trouver en archéologie à Trinidad. Trinidad qui est une petite île qui est située en dessous de la Barbade que vous voyez ici. Une petite île qui est vraiment la plus proche du continent d'Amérique du Sud. Donc pas trop loin de la Guyane, de ces endroits-là. Et ce serait cet endroit qui aurait été colonisé en premier vers moins 9000, moins 8000, dans ces eaux-là. Donc dans la première colonisation des populations humaines dans les Caraïbes, je parle des Caraïbes at large en général, aurait été par le sud, par une migration des gens de l'Amérique du Sud vers Trinidad à l'époque où le niveau de la mer était suffisamment bas pour que Trinidad et l'Amérique du Nord soient connectés, d'une certaine façon. Donc forcément, quand je vous parlais des barrières qui empêchaient les populations humaines de se déplacer, on en est clairement là. C'est-à-dire que là, avec le fait que le niveau de l'eau était plus bas, il y avait la possibilité de se déplacer d'un endroit à l'autre. Si je fais une image très nulle de ça, gardez en tête que ça n'arrivera jamais et que c'est faux, et je vais vous donner une image ici. Regardez la Floride que vous avez ici. C'est comme si, là, actuellement, au Tenté, il y a des gens qui ont colonisé toute la Floride jusqu'à Orlando, Tampa, Miami. Bon, mais que dans 100 ans, dans 200 ans, le niveau de la mer est suffisamment monté pour que la Floride devienne une île. Donc vraiment, tout le côté presqu'île que vous avez ici soit sous les eaux et qu'il n'y a plus de connexion terrestre entre la Floride et le reste du continent. Donc à partir de là, la Floride sera devenue une île, mais il y a déjà des populations qui sont dessus, qui vont devenir du coup des îliens. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Trinidad, mais je vous rappelle que c'est une métaphore, mais c'est pour vous donner un peu l'idée. Donc Trinidad aurait été la première île à avoir été colonisée par les populations humaines vers moins 9000, moins 8000. Voilà. Et par la suite, il y a eu plusieurs vagues qui ont été documentées avec aussi des restes qui ont été datés avec le carbone 14, avec la végétation qui était présente sur place, les archives géologiques, tout un tas de paramètres qui ont permis aussi de montrer qu'il y avait plusieurs vagues de colonisation humaine dans le reste des Caraïbes, à partir de moins 3500. Il y a eu a priori des vagues de colonisation humaine qui se sont déportées d'île en île, parce qu'il faut voir que comme vous êtes dans un archipel, vous allez avoir vraiment, comme dans la Polynésie justement, vous allez avoir du cabotage qui va se faire. Donc une île sur laquelle il va y avoir une implantation et un campement humain, une colonie qui va devenir plus établie par la suite, une fois que les gens auront construit, se seront adaptés à cette île. Il va y avoir ensuite un écrémage à partir de cette île pour aller à une autre île, etc. etc. C'est ça qu'on appelle du cabotage, c'est aller d'île en île, sur le fait qu'une île proche va permettre d'aller sur une île de l'autre côté pas loin, etc. etc. Donc forcément, vous allez avoir une dissémination, une diaspora de personnes qui vont devenir ou pas d'ailleurs, mais des nations, des groupes différents qui vont avoir leur propre histoire. Et ça va apporter aussi la possibilité de créer des nations particulières, parce que quand vous êtes suffisamment éloigné dans le temps et dans l'espace, vous allez avoir la possibilité de créer justement une entité linguistique, une entité culturelle particulière, différente des autres. Alors comment on sait que les colonies sont venues à pied et pas par la mer? Alors pour le coup, on est capable de poser cette hypothèse-là en étudiant justement l'histoire géologique de la région. Dans le cas de Trinidad, par exemple, je pense que les gens ont compris que le plancher sous-marin, qui est
était suffisamment haut pour que si on enlevait le niveau de la mer qui a été extrapolé par rapport à tout un tas de paramètres, eh bien, il pouvait dire que cet endroit était libre d'eau, que c'était un endroit terrestre. Bon. Mais pour le reste, par exemple, pour les restes des îles qu'on peut voir, Dominique, Sainte-Lucie, tout ça, je pense qu'ils sont allés clairement par la mer, parce que là, pour le coup, le niveau de l'eau est vraiment très 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 bas. Donc il n'y avait aucune chance que ces îles soient connectées à une époque. D'autant plus que ce sont des îles qui ont été créées avec du volcanisme de point chaud, comme on avait vu aussi sur un précédent live sur la géologie. Donc a priori, aucune chance qu'il y ait suffisamment de magma qui soit monté à un endroit pour former un endroit suffisamment grand, même en termes de profondeur, pour avoir quelque chose qui soit connecté, même si le niveau de l'eau était plus bas. Donc je pense que là, ils y sont vraiment allés par la mer avec des bateaux, avec des embarcations qui étaient technologiquement... qui leur permettaient justement de faire ça. Donc là, les vagues subséquentes dont je vous parle, à partir de moins 3500, etc., effectivement, on peut poser l'hypothèse que ce sont des vagues qui ont été réalisées grâce à la technologie maritime, notamment pour elles se déplacer d'un endroit à l'autre. Bon. Ici, je vous présente une figure qui est sortie d'un article vraiment intéressant que j'ai lu sur Nature, Napolitano et collaborateurs en 2019, un article sur Nature qui proposait justement différents scénarios sur l'origine des différentes populations que nous pouvions voir sur les Caraïbes. Donc ça, c'est une carte qu'ils ont utilisée comme on va dire, synthèse. Mais dans tout l'article, vous allez voir, c'est beaucoup de jargon, hein, mais c'est un article qui parle de la datation aussi au carbone 14 de restes et de plein d'éléments archéologiques qui ont essayé justement de montrer, basé sur ces observations-là, eh bien, on va se poser des hypothèses sur comment est-ce que, justement, on peut connecter les points ensemble et essayer d'avoir, justement, une hypothèse de dissémination qui serait intéressante. Je vais trouver que c'est un sujet intéressant parce qu'il fait, justement, un travail de détective qui est de... On a trouvé des hypothèses, on a trouvé des observations, plein de choses comme ça, et on essaie de relier les points entre eux pour avoir historiquement quelque chose qui aurait de l'allure. Donc, vous avez ici en rouge, en vert et en orange les différentes divisions temporelles en fait, qui sont donc des hypothèses où c'est qu'ont été colonisés ces différents endroits. Donc, vous voyez par exemple ici la petite île de Trinidad que vous voyez ici, elle a été, comme je vous disais, colonisée entre 1850 et 7200. BP, c'est before present, c'est en gros avant Jésus-Christ. C'est juste que ça permet de s'enlever le côté catholique de la chose en disant on peut aussi voir avant l'ère moderne en général. Mais BP c'est before present et present c'est le 0, c'est la naissance de Jésus-Christ. Merci à tous. Donc on avait vraiment cette division temporelle à peu près là. Vous avez ici Cuba, Espagnol et Porto Rico qui ont été colonisés entre 5800 et 2500 avant l'ère moderne. Pareil pour plein de petites îles que vous avez là. Et en orange, donc la Jamaïque, Saint-Thomas, Sainte-Croix, Anguilla, tout ça aurait été justement bien plus tard, donc vers 1800 et 500 avant Jésus-Christ. Et ça nous intéresse beaucoup parce que si vous vous souvenez, Sea of Seas, c'est ici, juste en dessous de Saladoïde ici, pas trop loin de Anguilla. Ça, c'est les îles Vierges par ici. Si on part du principe que la colonisation de Sea of Seas avait été possible parce que le Devil's Shroud soit n'était pas là, soit permettait d'être traversé avec les embarcations plus petites des populations sur place, on peut dire que effectivement Sea of Seas aurait été colonisé à peu près dans ces zones-là, donc entre moins 1800 et moins 500 avant notre ère. Bon. Donc ça c'est intéressant. Et ce qui est aussi cool, c'est qu'ils se sont intéressés à savoir d'où venaient justement ces différentes populations. Et les différentes hypothèses qu'ils ont proposées seraient qu'il y aurait donc eu des hypothèses ici. Saladoïde, je ne sais plus que veut dire saladoïde. Je m'excuse, hein, mais c'est peut-être que c'est une catégorie de population, je suis pas sûr. Mais en tout cas, une première hypothèse qui serait partie ici, au sud de Trinidad pour aller vers le nord comme ça. Une autre qui aurait proposé que ça aurait directement ici vers Puerto Rico pour ensuite redescendre le long du bouclier caribéen. Et d'autres qui proposent que directement depuis la Colombie à Venezuela, ils seraient partis directement vers le nord pour aller faire justement des colonisations de ces endroits. Encore une fois, à voir comment est-ce que ces différentes hypothèses sont proposées. Mais tout ça vous donne justement quelques idées de comment est-ce que les populations humaines avaient colonisé l'endroit avant l'arrivée des Européens. Donc voilà. Donc ça c'est assez intéressant parce que du coup on peut poser l'hypothèse que Sea of Seas aurait été colonisé à peu près donc assez tard dans la colonisation de tout l'endroit, vers moins 1800, vers moins 500. Et ce qui est aussi cool, c'est que
avec les différentes cultures et avec les différents témoignages que nous avons reçus aussi des colons, hein, il faut le dire aussi qu'ils ont aussi beaucoup rapporté, hein. La culture saladoïde est une culture indigène précolombienne dans un territoire qui était aujourd'hui le Venezuela et les Caraïbes. Donc effectivement, saladoïde, c'est le nom du peuple. D'après Wikipédia, ce serait le nom du peuple, mais ça ferait du sens après tout. Ok, donc c'est ça, ce serait le peuple qui aurait immigré du Venezuela vers les Caraïbes, justement. L'hypothèse saladoïde, donc ici. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est avec cet exemple-là où, justement, c'est les différents peuples qui auraient été, justement, recensés, basés sur, donc, évidemment, la littérature, les témoignages, les découvertes archéologiques. Donc, comment est-ce qu'on aurait, justement, un ensemble culturel, sachant que, évidemment, c'est pas parce qu'on est dans un même peuple qu'il n'y a pas des différences régionales. Encore plus donc, quand on est dans le cas avec des îles. Hein, voilà. Mais en tout cas, on a ici les différents noms des peuples qui sont présents. Encore une fois, je ne suis pas expert, donc tout ceci est évidemment à prendre avec des pincettes. Mais cette information-là aurait été tirée justement d'un article de Granberry and Vicelicius en 2004, qui présente justement les différents peuples qui seraient présents sur les Caraïbes avant l'arrivée justement des colons européens. Et du coup, si on se fie à cette carte-là, on aurait justement les anciens. Ici, si vous regardez mon curseur, Sea of Seas, c'est à peu près dans cet endroit-là. Même ici, pour être exact, c'est à peu près ici. Ce serait des Taïnos. Des Taïnos, donc un groupe du coup caribéen qui serait présent dans cet endroit-là, à côté donc des Tiboney, des Iñeri, Karina, Chebeya, près des Siguayo. Il y a vraiment beaucoup de noms de peuples, des ensembles culturels particuliers. Et encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'ensemble culturel, il y a aussi, bref, trucs régionaux, tout ça. Donc, je l'ai déjà dit. Et on peut aussi se poser la question, du coup, est-ce que les anciens que nous voyons dans Sea of Seas seraient soit des Taïnos, soit des descendants des Taïnos, parce qu'on se rappelle que Sea of Seas est dans une époque qui est à l'époque des colonisations, donc ça veut dire qu'il y a une présence de civilisation européenne, des colons européens qui sont là, mais on peut aussi poser l'hypothèse que dans Sea of Seas, la nation Taïno a pu justement avoir un refuge par rapport à la colonisation. Cette hypothèse qui serait validée si on rencontrait des anciens dans Sea of Seas. Or, ce n'est pas le cas. Les seuls anciens que nous pouvons rencontrer, ce sont des anciens qui sont partis dans la mer des damnés et qui sont revenus dans Sea of Seas. C'est un concept qui est un peu complexe, mais rappelez-vous que la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants dans Sea of Seas est quelque chose qui n'est pas étanche. Hein. Donc, c'est pour ça que dans toute l'histoire de Sea of Seas, on a eu des fois des anciens qui étaient passés, et pas que des fois, plus souvent. Et vous voyez, le temple dans lequel je me trouve actuellement, c'est un temple qui a été justement créé par les anciens, par la civilisation ancienne. Pour quelle fin? Dans quel but? Alors ça, c'est une question intéressante. Parce que là, tout ce qu'on peut voir, c'est un endroit qui est quand même majestueux. Est-ce que c'est un endroit qui était dédié justement à la science, à la découverte d'informations dans le ciel, tout simplement, des trucs comme ça? Est-ce que c'était un endroit qui était pour la religion, pour les mythes, la mythologie? Est-ce que c'était un endroit qui était pour conserver des richesses? Parce que vous ne le voyez pas ici, parce que je ne l'ai pas activé, mais derrière, il y a une chambre forte où vous pouvez mettre justement des richesses. Est-ce que c'était une prison? Est-ce que c'était... Il y a beaucoup d'informations sur lesquelles on se pose, mais a priori, je pense qu'on partirait plus sur le fait que ce soit plus religieux et notamment une sépulture. Et que l'antichambre que vous voyez ici, derrière, justement, on a un squelette d'ancien qui est présent. Donc, on aurait justement ici une tombe. Et là, pour être le dernier repos de cette personne. Une personne qui devait être justement de la noblesse ou une personne très importante de la société ancienne pour mériter un tel temple. Est-ce que c'était d'ailleurs une personne qui était reliée à la chouette, au hibou Sagas, parce que c'est un temple qui est dédié justement à la constellation de la chouette? C'est bien probable. Et sachez que dans Sea of Seas, il y en a 6 des temples comme ça, donc ça veut dire qu'il y a quand même 6 personnes d'importance pour avoir justement ces sépultures. Et Flameheart, lui, il est venu chercher tous ces savoirs à l'intérieur pour aller faire avancer ses machinations diaboliques. Donc, moi je pense qu'avec cette information, on peut déjà poser que Taïno, ce serait justement le groupe culturel de civilisation qui serait justement à l'origine des anciens qui sont présents justement dans Sea of Seas. Sachez que Taïno, c'est aussi
un groupe qui a d'autres noms, évidemment. C'est un nom qui avait été... alors, là, je ne veux pas dire de bêtises aussi, mais il me semble que les colons européens les distinguaient en 2 catégories, alors que c'était le même groupe. Et vous aviez les Caribes qui étaient les méchants, les gens qui n'étaient pas du tout gentils avec les colons, qui voulaient les chasser de leur terre, à raison. Et vous avez des Arawaks, qui eux étaient plus amicaux, apparemment. Caribes et Arawak, c'est encore une fois, c'était la dénomination des Européens, donc une dénomination à prendre avec des pincettes, parce qu'elle était évidemment très raciste, parce qu'à l'époque, c'était comme ça que le monde était vu, quand on découvrait justement des populations différentes de nous, malheureusement. Mais encore une fois, il faut garder en tête quand on fait de l'histoire que les interprétations sont à remettre dans un contexte historique. Et c'est pas moi, en 2 heures sur un petit live sur Twitch, qui vais avoir justement la sagesse pour mettre tout ça en collaboration avec l'histoire. Donc, je m'en excuse, ce n'est évidemment pas au max. Voilà. Ça conclut un petit peu le deuxième axe dont je voulais parler sur les anciens, sur le fait qu'il s'agit effectivement d'une civilisation qui était présente sur Sea of Thieves et qui ne l'est plus actuellement, mais qui a laissé des ruines, notamment des ruines comme vous voyez ici, cette sépulture, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'endroits sur le monde où vous allez avoir des présences d'anciens, et je vous ai amené à un autre endroit juste maintenant. On a vu 2 choses intéressantes. Pour l'instant, le contexte justement dans lequel Sea of Thieves s'inscrit au niveau histoire. Donc on a émis l'hypothèse que les événements de Sea of Thieves seraient environ actuellement vers 1760, quelque chose comme ça. Mais entre 55 et 60, 1755, 1760, avec justement une arrivée, une découverte de Sea of Thieves vers 1700-1720. Et on a mis aussi en contexte la civilisation des anciens, justement, qui était une civilisation qui prédate la découverte de Sea of Thieves par le Seigneur de la Piraterie, qui ont mystérieusement disparu. Mais par contre, il y a effectivement les restes de leur civilisation qui sont présents. Notamment, il y a une île qui s'appelle Tribute Peak, sur lequel justement il y a beaucoup de restes d'anciens et de civilisations anciennes. Et du coup, entre les anciens et la connexion nouvelle, il n'y a rien. C'est une bonne question. C'est une bonne question et à mon avis, il y a eu une époque dans Sea of Thieves où effectivement il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Entre le moment où les anciens ont décidé de quitter Sea of Thieves en allant dans la mer des damnés, alors ça c'est quelque chose que je vous dis pas, mais on va y venir justement sur le côté histoire du lore de Sea of Thieves, c'est qu'à un moment les anciens ont décidé de partir du monde, de partir de Sea of Thieves, et de laisser justement derrière eux leur civilisation, en tout cas les restes de leur civilisation. Je pense que entre les deux, il y a un certain temps sur lequel effectivement il ne s'est pas passé grand-chose au niveau humain sur Sea of Thieves. C'est-à-dire qu'il y a dû avoir des espèces qui étaient présentes, la vie ne s'est pas arrêtée. Hein. C'est même possible qu'il y ait eu des incursions humaines et des sorties humaines avec le temps, parce que forcément, c'est un endroit qui est certes isolé, mais on l'a vu que c'est pas complètement perméable. Donc c'est bien possible que d'autres gens, avant le Seigneur de la Piraterie, soient venus justement dans Sea of Thieves, mais soit ils n'y soient pas restés, soit, ou quand ils sont restés, leur civilisation n'a pas tenu pour plein de raisons différentes. Donc ça c'est possible, mais c'est vrai que la découverte de cet endroit par le Seigneur de la Piraterie a vraiment été un boom dans l'utilisation de ce milieu et dans la présence humaine long terme dans Sea of Thieves. Donc typiquement, par exemple, les avant-postes qu'on voit aujourd'hui, à mon avis, c'est des avant-postes qui sont contemporains de l'arrivée du Seigneur de la Piraterie, parce que le Seigneur de la Piraterie lui-même l'a dit quand il a découvert justement Sea of Thieves, il y avait littéralement personne, mais beaucoup de richesses, et des richesses qui étaient justement dues au reste que les anciens avaient laissé sur ce monde. Donc, je ne peux pas exclure, et je ne le ferai pas, qu'il n'y avait rien du tout avant l'arrivée du Pirate Lord, parce que je pense que ce n'est pas le cas. C'est possible que des petites embarcations, que des gens soient arrivés justement dans ce monde avant son arrivée, mais ça devait être, à mon avis, des présences beaucoup plus anecdotiques et beaucoup plus courtes dans le temps que ce qu'on a aujourd'hui, et ce qu'on avait avant avec les anciens. Parce que on ne peut pas oublier une chose, c'est qu'on est quand même dans un jeu vidéo, et qu'il y a de la magie. Il y a dans ce monde, Sea of Thieves, il y a de la magie qui se passe. Et les anciens avaient quand même un lien assez important avec la magie,
Et il se trouve que leur civilisation ils sont partis de la civilisation en utilisant la magie. Donc c'est sûr que dans notre histoire, on ne peut pas avoir d'éléments de comparaison parce que jusqu'à preuve du contraire, la magie malheureusement n'existe pas dans notre monde. Mais on peut quand même dire que la disparition brutale des anciens à ce moment-là pourrait être justement le signe qu'ils ont décidé de partir de ce monde et qu'ils l'ont laissé vide pendant un certain temps. En tout cas, en termes de civilisation humaine, d'importance. Regardez, on est même accompagné des petites mouettes. Incroyable. Hop. Alors, nous arrivons à une île qui s'appelle Shortbait Cove, qui est quand même une île assez centrale dans le lore, parce que c'est une île justement qui a vécu l'arrivée des mégalodons avec Méric. Donc toute une histoire aussi qui est reliée au lore justement à l'arrivée de Méric et la façon dont l'appel du chasseur a été créé. Vous voyez que c'est une île où il y a beaucoup de trucs. Regardez ici. Vous avez ici la statue d'un mégalodon avec des yeux blancs, ici, qui représenterait le Shrouded Ghost, hein, bien sûr. Regardez, il y a même des livres ici, tiens. Vous voyez par exemple, ici c'est un endroit qui a été quand même relié à beaucoup de rituels des anciens, notamment du fait que les anciens étaient beaucoup connectés avec les créatures marines et avec tout le lore lié justement aux espèces marines. Et ici, le mégalodon, c'est une créature assez mythologique et très très importante dans la culture des anciens. Et ce qui est aussi cool, c'est que vous allez me dire, bah, les statues c'est bien gentil, mais on les a vues aussi, vues et revues maintes fois dans le temple qu'on a vu tout à l'heure. Mais ce qui est cool, c'est que chaque île, en fait, a la trace d'anciens, si on sait où chercher, finalement. Vous voyez, par exemple, là, regardez, juste à droite de cette petite caverne, vous avez ici des peintures rupestres. Et c'est fou à quel point toutes les îles de Sea of Thieves peuvent avoir ces petites peintures qui racontent des histoires. Bah là, vous voyez, par exemple, vous avez l'océan et 2 personnes en dessous de l'océan. Donc, qui ont l'air en plus de se noyer ou je sais pas quoi. Donc, on a aussi une histoire qui est racontée sur les différentes îles. Et par exemple, ici, une caverne. Hop. Une caverne dans laquelle il y a une présence aussi d'anciens, enfin on va dire de l'or ancien assez importante. Et ici, on a quand même beaucoup de peintures rupestres sur le fait qu'il y a 2 mégalodons ou 2 requins, ou que des structures, des formes qui ressembleraient à des requins, qui viennent justement attaquer des humains et la faune qui fuient devant ces grosses menaces. On peut voir vraiment que là, on a un côté où je vais te manger. Donc là, clairement, on a des scènes aussi, on a des scènes de bataille où vous voyez que des figures humaines attaquent justement ce mégalodon, ce gros requin méchant. Vous avez aussi d'autres structures ici. Bref, vous avez quand même quelque chose qui est assez important à voir et qui est assez développé dans le lore de ces endroits. Là, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette structure montre aussi qu'il y a une révérence. Ça peut être aussi une créature mythologique, parce que là, vous avez le requin au centre de la structure, des gens qui sont en bas qui seraient peut-être en train de prier, justement, ce requin, avec un côté aussi mis en évidence avec les fioritures que vous avez de chaque côté. Et vous avez aussi, bien évidemment, des céramiques, vous avez vraiment des os, il y a vraiment une présence qui montre que si on fait de l'archéologie, c'est aussi si on faisait vraiment avec nos outils d'archéologie actuelle, avec de la datation carbone 14 et tout ça, on aurait vraiment, je pense, une histoire assez intéressante à mener sur ce peuple. Donc de là à savoir quand est-ce qu'ils ont disparu, est-ce que ça pourrait nous le dire? Peut-être, peut-être pas. Et vous voyez, par exemple, là, je pense que ça, c'est des tombes qui ont été faites par des pirates, justement, une histoire plus contemporaine, parce que l'iconographie n'est pas tout à fait la même, et là, on a du bois, donc du bois qui aurait été périssable, versus de la pierre qui est plus durable. Donc, on a quand même... Vous voyez, ce que je veux vous montrer ici, sur cette île-là, c'est que Sea of Thieves, c'est un milieu qui a connu beaucoup d'évolutions, qui a une histoire qui est justement inscrite dans la pierre, le fait qu'on trouve des statues, le fait qu'on voit des peintures rupestres, des temples qui émergent à la surface du lot. Bref, on a vraiment toute cette ancienne civilisation qui était présente. On a aussi le fait que les pirates aujourd'hui vivent dans ce lieu, qui vivent, qui meurent, qui donnent naissance. Bref, il y a vraiment une présence humaine importante avec les pirates d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une présence humaine aussi avec tous littéralement les bougies, par exemple, qui viennent mettre cet endroit en valeur. On va avoir aussi des tonneaux, on va avoir des campements, des tombes. Bref, beaucoup de choses
qui montre aussi que cet endroit est utilisé par le monde qui l'utilise. Là, on voit aussi une scène de pêche, je pense, qui est présente ici. Aïe! Non, ça c'est pas la pêche au goël. À l'aide. Meurs! Mais... Meurs! Ah, c'est pas gentil ça. Mais il y en a encore, c'est pas vrai? Ouais, quand je vous parlais de la mer des damnés et du fait que des fois la frontière est faible, bah regardez, il y a des fantômes qui arrivent là. On a des squelettes, on a des fantômes. Les morts ne restent pas morts très longtemps dans Sea of Thieves, si vous voulez mon avis. Voilà. Donc cette île est vraiment un peu l'exemple typique d'un endroit où bah, effectivement on a de la vie qui se passe d'une civilisation antique et d'une civilisation plus contemporaine. Et la dernière chose que je vais vous montrer, sur laquelle je vais vous parler justement aussi de l'histoire, c'est le fait qu'il y a aussi une civilisation sous l'eau, mesdames et messieurs. Et oui, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais il y a des sirènes. Et les sirènes et le peuple de la mer qui est aussi présent. Il faut savoir que les sirènes, en tout cas pas maléfiques, mais les sirènes et les anciens avaient une relation très proche, dans le sens où ils échangeaient beaucoup entre eux. Ils avaient un respect mutuel assez important. Il y a eu beaucoup d'histoires dans le lore des anciens où il y a des échanges avec le peuple de la mer et le fait que les deux civilisations n'étaient pas fortes. Oh, il y a vraiment... Laissez-moi raconter mon histoire, Colis. Voilà. Tiens. Non mais... Bonjour, je suis mauvais. Ils vont me faire rater ma destination en plus. Ah, dégage. Mourez! Vous voyez, on parlait de civilisation. Bah, effectivement, on a aussi la civilisation squelette, qui n'est pas vraiment une civilisation dans le sens du terme, parce que bah, c'est des morts. Donc voilà quoi. C'est une civilisation un petit peu différente. Hop. Voilà. C'est bon, ils sont morts, ils sont morts. Hop. Voilà. Donc, c'est une civilisation importante. Je parle pas des squelettes, mais évidemment du peuple de la mer. Alors, avant d'aller plus loin justement là-dedans, il est important de dire que dans Sea of Thieves, on a vraiment trois grandes aires, on va dire. Aires, ERE bien sûr, dans l'histoire de Sea of Thieves. La première ère dont je vous ai parlé juste quelques secondes avant, c'est l'ère ancienne. L'ère avec justement la présence des anciens sur les différentes îles de Sea of Thieves. Donc c'est un peuple qu'on peut supposer descendant justement des Taïnos, qui ont colonisé entre moins 3200 et moins 500 avant Jésus-Christ la région, donc la région de Sea of Thieves, qui auraient justement émigré dans Sea of Thieves pour la coloniser à leur manière. Cette situation a perduré un certain temps. On n'a aucune idée de combien de temps elle a tenu, mais un certain temps en tout cas, ça c'est sûr. Et la civilisation des anciens, justement, a eu toute une histoire qui a été quand même assez importante et qui est relatée dans les différents livres que nous avons rencontrés sur Sea of Thieves, ainsi que dans les différentes aventures qu'il y a eu tout au long, justement, des années de développement du jeu. Beaucoup de lore n'est pas eu vraiment disponible, malheureusement, parce que c'était des aventures limitées dans le temps, mais on a écrit quelques articles dessus sur cette FR, donc n'hésitez pas à aller voir, bien sûr. On a fait ce qu'on a pu pour avoir des infos là-dessus. Donc en gros, l'ère des anciens, c'était une ère où il y avait la présence d'anciens sur à peu près toutes les îles, et il faut voir que le niveau de l'eau à cette époque n'était pas le même qu'aujourd'hui. Et quand je dis n'était pas le même, c'est qu'il y avait la présence d'îles aujourd'hui qui sont immergées, et qu'ils ont construit des temples dans des endroits qui sont actuellement sous l'eau. Et c'est là où je vais aller justement, juste un peu après, je vais aller vous faire visiter cet endroit, qui est un de mes endroits préférés, le royaume immergé. Donc, ils ont construit des temples dans des endroits qui sont actuellement immergés parce que le niveau de l'eau était plus bas que ce qu'il est actuellement. Est-ce que c'est un niveau qui est comparable à celui du niveau de l'eau qu'il y avait hors Sea of Thieves à l'époque? Probable. Ou alors c'est une région magique qui fait que le niveau de l'eau justement était plus bas ou plus haut parce qu'on est dans un monde magique. Bon, ça on n'aura pas la réponse
parce que nous ne pouvons pas vraiment faire de comparaison hors du jeu, bien sûr. Mais ça a été en tout cas attesté dans les écrits des anciens que le niveau de l'eau était quand même assez bas, et ça a permis la construction de temples qui sont dans des régions aujourd'hui submergées. Ces temples d'ailleurs étaient aussi des endroits de lien avec l'autre civilisation dont je vous parlais tantôt, qui sont les sirènes et le peuple de la mer. Il y avait beaucoup d'échanges qui étaient réalisés dans ces temples, et notamment ils ont aussi formé des alliances pour combattre des ennemis qui étaient embêtants pour les deux civilisations, notamment le Kraken qui s'appelle la vieille mer, the Old Mother, qu'ils ont réussi à enchaîner au fond de la mer avec des chaînes magiques. Chaînes magiques qui ont été utilisées aussi bien plus tard par le Pirate Lord. Mais il y a vraiment toute une histoire aussi de coopération entre ces deux peuples qui est assez admirable et importante. Il se trouve qu'à un moment aussi, ces deux peuples ont eu un petit problème parce que une reine des sirènes était tombée amoureuse d'un grand guerrier, donc une figure politique importante dans le monde, de Cersei, donc des anciens, un grand guerrier des anciens. Et comme ils appartiennent à deux peuples différents, bah, leur amour était impossible parce que l'un vivait sur terre et l'un vivait sur la mer. Donc il y avait la possibilité d'avoir de la magie, évidemment, et le peuple de la mer possède des gemmes qui ont des pouvoirs très très importants et très variés. Et ils ont utilisé, enfin en tout cas la reine des sirènes a utilisé ce pouvoir pour transformer son amoureux, son amant, le grand guerrier, en Triton, en peuple de la mer, pour qu'il vive justement sous l'océan pour toujours. Le souci, c'est que c'était une manipulation de la nature un peu interdite, même carrément tabou, interdite, on ne pouvait pas faire ça. Et les anciens ont été très véhéments contre ce projet-là, ils se sont battus contre et tout ça, mais le projet a eu quand même eu lieu. Et la création la transformation de cette personne a fait en sorte de répandre dans le peuple de la mer une maladie terrible qu'on appelle la peste murmurante, the Whispering Plague, qui a eu un effet énorme sur la structure de ces civilisations parce que les sirènes ne communiquent pas par écrit. C'est pas une civilisation qui possède écrit, mais elle possède un chant sur lequel le chant possède toute l'histoire et toute leur... En fait, c'est comme si c'était leur disque dur universel. Elles chantent pour avoir justement gardé l'histoire, la mémoire, le futur, le passé. Tout est lié dans leur chant. Il se trouve que la peste murmurante leur a privé un certain nombre de personnes du peuple de la mer de leur chant. Ce qui veut dire que c'était terrible parce qu'ils se retrouvaient en dehors justement de cette situation et ils ont été bannis pour éviter justement la dissémination de cette maladie. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est parce que c'est pour vous montrer que même si deux peuples sont aussi en alliance ou possèdent des partages, il peut y avoir aussi des moments qui sont plus complexes entre eux. Et c'est cet événement qui a aussi formé la création d'un groupe de sirènes qui sont plus maléfiques, dont l'allégeance va à la reine des sirènes, qui a eu son impact un peu plus tard aussi dans l'histoire de Cersei. Il y a du lore, des représentations picturales du lien entre les deux peuples. Oui, dans certaines îles, notamment sur Fifth Haven, il y a des peintures rupestres qui présentent justement des structures, des silhouettes humaines et en même temps des silhouettes du peuple de la mer. Donc on voit vraiment qu'il y a aussi, c'est aussi pour ça qu'on voit qu'il y a eu des échanges qui sont passés entre eux. Et notamment, j'ai souvenir d'une peinture murale, justement d'une peinture qui présentait la transformation du grand guerrier en Triton, suite à l'utilisation des gemmes, notamment. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent avec les peintures rupestres, et c'est grâce à ça qu'on en sait beaucoup. Donc ça, c'était, on va dire, de l'ère ancienne. Et elle s'est terminée au moment où les anciens ont décidé de se retirer du monde en utilisant leurs connaissances sur la mer des damnés. Ils ont décidé de partir de ce monde, d'aller prendre toute leur civilisation et de l'amener, en fait, de faire un copier-coller et de l'amener directement dans la mer des damnés. Pour quelle raison? Parce que... j'en sais rien. En fait, il y a plein d'hypothèses. Il y a beaucoup d'hypothèses sur le fait que c'était un endroit sur lequel on pouvait créer notre propre univers basé sur nos espoirs, sur nos désirs, tout ça. Donc forcément, si on modèle un monde à notre image, forcément, ça donne envie d'y aller. Donc ils se sont dit, soit on n'y va pas, soit on y va tous. Il y a certaines personnes qui sont restées pour protéger, ce qu'on appelle la vieille garde, qui est restée là. Mais forcément, ils ont décédé avec le temps. Mais du coup, c'est avec cet événement-là qu'on date la fin de l'ère ancienne, où ils sont vraiment partis de la mer des damnés vers la mer du tribut, de la mer des damnés qu'on utilise aujourd'hui. C'est fou la profondeur du lore que les devs ont mis, tu n'imagines même pas.
La deuxième période qui est assez importante, c'est ce qu'on appelle l'ère des légendes. Et l'ère des légendes, c'est justement l'ère de la découverte de Sea of Thieves et de l'établissement de la vie de pirate sur les lieux. C'est une époque qui est relatée justement dans le livre Athena's Fortune de Sea of Thieves. Je vous encourage à le lire, il est très très sympa à lire. Donc c'est un livre qui présente justement toute l'histoire du Pirate Lord et de son équipage au moment où ils découvrent justement la mer des damnés et comment est-ce qu'ils en sont arrivés à avoir d'autres compagnies commerciales et d'autres pirates dans la mer des damnés alors qu'au départ ils étaient tout seuls avec son équipage. Donc Athena's Fortune qui est un très bon livre écrit par Chris Alcock, le mien est édité chez Insight Edition. Je vous encourage à le lire parce que c'est très sympa et ça se lit très bien. On y parle du Seigneur de la piraterie, du collectionneur d'or, de l'Arina, bref, de choses très très cool. C'est ce qu'on appelle l'ère des légendes et je pense, d'après donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on pourrait situer cette ère-là entre 1700 et 1750. Donc vraiment le fait qu'on est dans l'âge d'or de la piraterie dans le monde, qu'on découvre que Sea of Thieves a été redécouverte, il n'y a plus les anciens, elle a été redécouverte par le Seigneur de la piraterie, et c'est là où on commence à voir l'établissement des populations humaines justement dans Sea of Thieves post-ancien justement. Donc l'ère des légendes, et je pense qu'on peut publier ça entre 1700 et 1750, grosso merdo. Puis vient après l'âge d'or, la Golden Era, l'ère de l'or, qui est l'ère où on se trouve actuellement, justement, l'ère où on se trouve ici, dans ce monde, là où se passe le jeu de Sea of Thieves, où tous les événements qui ont eu lieu, c'est-à-dire l'arrivée des mégalodons, l'arrivée des boulets maudits, l'attaque des avant-postes par les flottes squelettes, Flameheart aussi, le retour de Flameheart pour aller venger, pour mettre ses plans en marche. Le fait qu'on a eu aussi la découverte du voile des anciens, l'arrivée aussi des Reapers, tout ça a lieu effectivement dans la Golden Era, l'âge d'or de Sea of Thieves. Et ça, on est encore dans cette ère-là, justement, et on peut la dater. Je pense que c'est pour ça qu'a priori, ça veut dire qu'on inclut aussi des événements qui sont passés dans Pirates des Caraïbes, avec A Pirate Life. Donc, ça veut dire que nécessairement, dans cette période-là, il y a forcément 1753 qui est dedans, parce que c'est là où Jack Sparrow a été présent justement dans Sea of Thieves. Donc, je pense qu'on peut dater qu'a priori, on serait ici entre 1753 et 1760, quelque chose comme ça. Mais au-delà de 1800, ça m'étonnerait, parce qu'à partir de là, il va y avoir de la technologie qui va apparaître. Et, typiquement, à partir du 19e siècle, on va avoir présence de machines à vapeur, notamment. Donc, est-ce que la machine à vapeur est capable de traverser le Devil's Shroud? Peut-être que oui. Si c'est non, effectivement, dans ce cas, on peut aller jusqu'à très tard. Mais ça m'étonnerait, parce qu'on verrait des avions dans le ciel et tout ça, donc me semble que c'est très peu probable qu'on soit au-delà de 1800. Donc, on a vraiment ces trois phases-là. L'ère des anciens, qui a été avant la découverte de Sea of Thieves avec la présence de la civilisation antique. On a l'ère des légendes, qui a été vraiment tout l'établissement de la civilisation pirate dans Sea of Thieves depuis la découverte par le Pirate Lord, le seigneur de la piraterie. Et à la fin, l'ère d'or, où on se passe justement dans Sea of Thieves, où c'est vraiment l'âge d'or, où il y a tous les joueurs et tous les pirates qui sont sur cet endroit exceptionnel. Allez, je vais vous amener pour terminer ce beau live. Regardez, je vais vous amener... Je vais vous mettre un petit peu plus d'ambiance musicale du jeu. Dans un des endroits que j'adore, je vous parlais justement des îles qui sont devenues immergées depuis l'ère ancienne. Vous avez ici le sanctuaire de l'hommage, qui est une structure qui a été construite, un temple qui avait été construit par les anciens à l'époque où cette île était en dehors de l'eau. Le niveau de la mer était suffisamment bas pour construire tout ça et permettre l'établissement de cet endroit. On s'entend quand même qu'il y a plusieurs mètres d'eau, donc ça demanderait quand même un réchauffement climatique majeur pour apporter toute cette eau entre les deux. On va dire que l'histoire reste un petit peu floue par rapport à comment est-ce que cet événement est arrivé. Toi-même, tu sais, merci à tous. Et moi, j'adore ces endroits parce que, déjà, l'ambiance. On a l'impression d'être dans un spa. Et surtout, c'est plein de petits... des puzzle games, des énigmes, du parcours, dans un endroit avec forcément des coraux, de la lumière. Regardez ça comme c'est beau. Et vous voyez forcément, ces endroits, depuis, ont été colonisés par le peuple de la mer.
mais pas les gentils. Ils ont été colonisés par les méchants peuples de la mer. C'est pour ça que dans certains endroits, vous allez voir des sirènes maléfiques qui vont avoir pour autre choix que de vous attaquer. Et vous voyez, on est vraiment dans une structure avec des murs anciens et vraiment une architecture qui est typique de la civilisation ancienne, qui a été évidemment recouverte par des coraux, par de la végétation, des animaux, avec le temps. Parce que forcément, c'est en décrépitude, il n'y a plus de maintien et forcément le temps fait son ouvrage. Vous voyez, on a aussi des statues qui sont aussi présentes pour certains usages, qui devaient avoir aussi un usage religieux. Vous avez ici une énorme statue d'un noble, a priori, parce qu'il a une couronne et une figure d'autorité, forcément. Donc on est quand même dans un endroit qui avait de la signification pour ce peuple. Donc après, quelle signification, c'est une autre histoire. Mais je pense qu'on a déjà beaucoup appris par rapport à ça. Voilà. Les amis, regardez. On est vraiment ici vers la fin de notre aventure d'Ernest. Ernest qui a malheureusement une petite malédiction qui est arrivée sur lui depuis le temps, parce que forcément quand vous vous intéressez à du savoir ancien et des choses qui ne vous sont pas forcément destinées sur Sea of Thieves, ça laisse une marque. Eh bien, Ernest est marqué à vie, malheureusement. Ou heureusement, parce que moi personnellement, j'adore cette malédiction. Mais c'est encore un mystère que je vous encourage à découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait, bien sûr. La malédiction du royaume immergé. Un endroit, c'est une quête qui prend un peu longtemps, mais qui est pleine de lore, justement, sur la découverte de secrets et de connaissances antiques et interdites. Donc je trouve que c'est un bon thème pour clore justement cette belle découverte ensemble. Voilà, donc ça clôt, voici qui clôt Be More Ocean, mes amis. Voici la fin de Be More Ocean. J'espère que cette série vous a plu, évidemment. Si vous avez regardé les 6 épisodes qui ont été présents sur la chaîne, je vous remercie. J'espère que énormément ça vous a plu. Cette émission, moi j'ai adoré la faire avec toute l'aide du chat et toute la communauté qui a été vraiment incroyable pour rendre ce projet possible. Je rappelle que c'est un projet dont le but était de vulgariser les sciences, de faire de l'océanographie dans l'univers de Sea of Thieves, parce que c'est un univers qui est très riche, un univers qui est avec plein de surprises et de beauté à découvrir de partout. Donc moi c'est un peu un hommage, un petit tribut. Et du coup ces vidéos seront ajoutées aussi seront complémentées d'un journal, le journal d'expédition d'Ernest, que vous allez voir justement publié très bientôt. Donc on se retrouve bien sûr en live pour parler de tout ça. Et d'ici là, Be More Ocean, restez océanique et gardez vos yeux de la découverte et restez curieux. Que ce soit sur un jeu vidéo, que ce soit sur le monde, il faut rester curieux. Et la science est là pour aider à découvrir et à comprendre notre monde. C'était Gouel, aka Professeur Méduse. Merci à tous.